Chers amis du Carrefour de l'Horloge, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter ce soir une nouvelle rencontre du jeudi, même si compte tenu de ces lamentables circonstances, elle se tient à distance. Mais après tout, il y a un bien dans ce mal. Nous sommes beaucoup plus nombreux à être présents ce soir sur les ondes, et encore plus nombreux si nous comptons celles et ceux qui regarderont cette émission de Radio Athéna plus tard, à leur guise, que si nous nous limitions aux quelques dizaines de personnes que nos locaux peuvent accueillir. Mais bien sûr, il manquera l'irremplaçable, à savoir votre présence physique, votre attention palpable, vos sourires, vos réactions, vos réflexions. Et je voudrais, puisque je parle de vous, remercier ceux qui ont eu la gentillesse de nous écrire et de nous adresser leurs encouragements. Il est pour nous très réconfortant de constater que notre action est appréciée. Donc, un grand merci à ceux qui se reconnaîtront. Nous recevons ce soir l'auteur d'un livre essentiel pour comprendre la triste évolution de notre diplomatie du Haut-Proche-Orient. Je parle de Roland Hureau, à qui je souhaite naturellement la bienvenue, que je salue, à qui je souhaite la bienvenue au Carrefour de l'Horloge, et je vais mieux vous le présenter tout à l'heure. Mais dès à présent, je vous recommande la lecture du livre au centre de nos entretiens, La France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoiement, comme vous le voyez ici sur votre écran, édité par Bernard Giovannangeli. Alors pour ceux qui nous regardent, vous savez que nous n'avons pas de subvention et nous ne vivons pas que de l'air du temps. Alors je voudrais, puisque vous nous regardez et que vous avez un écran, je voudrais vous dire qu'il vous est toujours possible pendant la rencontre de nous faire un don sur le super chat de YouTube pendant cette rencontre ou sur le compte Tipeee, comme on dit, Tipeee de Radio Athéna. C'est le petit dollar que vous avez en bas, à gauche ou à droite, je ne sais pas, mais ceux qui me regardent connaissent sans doute mieux l'informatique que moi, donc ils sauront le retrouver. Merci de votre soutien, merci de votre générosité. Nous vous en sommes d'avance très reconnaissants. Alors, comme d'habitude, voici quelques annonces de la paroisse. Nous prévoyons d'accueillir, soit dans la même formation, soit, si on nous le permet, en salle, dans le cadre de nos rencontres du jeudi. D'abord, Philippe Bakou, sous réserve de son accord, qui devrait nous parler de l'Europe à la fin 2020. Jean Sévilla, qui m'a donné déjà son accord de principe, sur son nouvel ouvrage « Une histoire de France à la carte ». Bernard Lugan, Esclavage, histoire à l'endroit, que je dois contacter. Nous avons encore d'autres projets dans nos cartons, bien sûr, mais j'attends encore un peu, vous le comprendrez, avant de vous proposer une activité normale. La question est bien pour nous de savoir quand nous pourrons reprendre les réunions avec public qui nous sont si chères. Nous avons donc la chance ce soir de recevoir Roland Hureau sur le thème « Les contresens de l'intervention française dans la tragédie syrienne », donc ce livre que vous avez devant vous. Roland Hureau est un ancien élève de l'École nationale supérieure, ancien élève de l'École nationale d'administration, historien, universitaire, il a été diplomate, il a été membre de plusieurs cabinets ministériels, dont celui de Philippe Seguin, il a été élu local. Et je ne croyais bien que j'essaye pas d'attraper un peu de sa gloire en disant que pour l'anecdote, sachez que nous avons en commun la qualité d'auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Ah bah, j'en suis ravi. Seulement, il est je suis d'une promotion antérieure à la sienne. Je suis donc son aîné dans cette auguste institution. Je vous salue. Roland Hureau a publié de nombreux essais relatifs à la philosophie, à la démographie, à l'économie et à la politique française, dont notamment Gnose et Gnostique des origines à nos jours, publié chez Desclés de Brouwer. Je vous le recommande. Il a publié aussi D'une crise à l'autre dans Perspectives libres en 2017. Et cet ouvrage, je ne le cite pas tous, évidemment, je ne pourrais pas. Et cet ouvrage qui a donné le thème de cette rencontre, La France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoiement, publié encore une fois à Paris chez Bernard Giovannangeli. Bien entendu, il pourra en citer d'autres s'il le souhaite au cours de cette intervention. Alors, à l'inverse de Roland Hureau, moi, je ne suis pas un historien de haut niveau, ni même un historien tout court. Mais je sais tout de même que la France et la Syrie ont des relations anciennes, qui remontent à Napoléon III. Je sais que la France a administré ce magnifique pays
de 1920 à 1946, sous mandat de la Société des Nations. Je sais aussi que les relations franco-syriennes n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. La crise du canal de Suez, la guerre civile au Liban ont été de grosses pommes de discorde et l'assassinat de l'ambassadeur Louis Delamarre en 1981 n'a rien arrangé. Mais l'amitié franco-syrienne a survécu longtemps à ces épisodes. François Mitterrand s'est rendu à Damas en 1984. En 1999, Jacques Chirac a reçu Bachar el-Assad. Nicolas Sarkozy, après les accords de Doha en 2008, l'a même invité, vous vous en souvenez sans doute, à assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Nous avons formé des cadres, nous avons formé des officiers syriens. Nous avons accueilli dans nos universités des élites de ce pays, des futures élites de ce pays. En fait, tout s'est passé comme si, avec ce partenaire difficile et souvent imprévisible, la France avait mené une politique que seule sa conception des choses et ses intérêts lui dictaient. Que s'est-il donc passé après ? Quelle raison ont-elles conduit François Hollande, fin 2012, à livrer des armes lourdes aux rebelles syriens islamistes, donc de tirer dans le dos du dirigeant syrien ? Quelle mouche a-t-elle piqué Laurent Fabius et François Hollande à nouveau d'aller jusqu'à accuser Bachar el-Assad de massacrer son propre peuple avec des armes chimiques? Pourquoi avons-nous été les supplétifs des Américains de l'OTAN dans cette galère stratégique? Et pourquoi avons-nous renvoyé le porte-avions Charles de Gaulle, sur lequel d'ailleurs j'étais juste avant son départ de la base navale de départ, bombarder ses positions? Roland Hureau, vous êtes allé à Damas. Vous avez non seulement parcouru le terrain, vous avez pris la peine de rencontrer des responsables et de réfléchir sur ce comportement surprenant de nos dirigeants. Je parle de Hollande, je parle de Fabius, je parle de Macron, encore que ce dernier se soit soudain calmé lorsque l'ours du Kremlin a montré son museau. Roland Hureau, qui venait de publier La France et l'OTAN en Syrie, le grand format aux éditions Bernard Giovannangeli, il est grand temps que je vous laisse la parole. Je vous remercie, Pierre Milan. Il m'est difficile de parler seulement de l'intervention française dans la guerre de Syrie, car elle ne se distingue guère, sauf par des particularités que j'évoquerai tout à l'heure, de celle de l'OTAN en général. Et ce qu'il y a de particulièrement lamentable, c'est le suivisme qui a marqué cette intervention à tel point que tous ceux qui aimaient la France dans cette région, et ils étaient nombreux, ont pu constater que la France n'existait pratiquement plus comme puissance indépendante, sinon pour s'agiter et pour essayer même de faire de la surenchère quelquefois. Alors, premier point, la France a une politique de suivisme. Ensuite, elle n'a pas eu de rôle dirigeant. Et on y reviendra. D'autre part, il est difficile de parler de cette guerre sans évoquer l'ensemble des guerres du Proche-Orient. Bien sûr. Le Proche-Orient et même le Moyen-Orient, qui va un petit peu plus loin, Iran, Afghanistan, sont depuis 1945 une des zones les plus chaudes de la Terre. Il y a eu 25 guerres, j'ai compté 25 guerres, pas moins, des grandes et des petites. La plus meurtrière ayant été celle de l'Irak, aussi bien l'Irak contre l'Iran qu'ensuite l'Irak contre les États-Unis à 2 reprises. Mais la guerre de Syrie vient immédiatement après avec un nombre de victimes qui est estimé entre 350 000 et 500 000 avec la moitié ou un tiers de civils selon la manière dont on compte. Alors, pour le total du Proche-Orient, ça fait entre 3 et 6 millions de morts. Une des caractéristiques des grands massacres, des grandes tragédies, c'est que vous savez pas exactement le nombre de victimes et que vous avez énormément d'incertitudes dans les chiffres. Alors, l'originalité de la période la plus récente, c'est qu'il y a plusieurs théâtres d'opération, et même aujourd'hui, il y a plusieurs théâtres d'opération ensemble. Donc, vous prenez la période de 1947-1980, il y avait une guerre, mais il n'y en avait pas 2 ou 3 en même temps. Aujourd'hui, vous en avez
Mettez-vous en 2015. En 2015, vous aviez la guerre en Irak, vous aviez la guerre en Syrie, vous aviez la guerre en Libye, en Afghanistan, au Yémen, et si on veut élargir la zone, la sphère, on peut dire aussi qu'il y avait la guerre au Soudan et d'une certaine manière en Somalie. Aujourd'hui, on verra pourquoi, il faut restreindre un petit peu le champ, mais il y a tout de même la Libye qui continue d'être en guerre, le Yémen qui l'est, et l'Irak et la Syrie qui sont en partie, mais en partie seulement pacifiés. Puis nous avons eu récemment un affrontement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui se trouvent dans la même sphère géographique. J'ai dit qu'il y avait eu peut-être 500 000 morts. Il y a 5 millions de réfugiés qui ne sont pas rentrés chez eux. Et qu'on empêche de rentrer chez eux puisque le pays est soumis à des sanctions très féroces qui fait que s'ils voulaient rentrer chez eux, ils mourraient de faim. Ils mourraient de faim, très largement. 5 millions de réfugiés qui ne sont pas tous en Europe, qui sont pour la plupart dans les pays voisins, essentiellement le Liban et la Turquie. Et puis certains sont venus en Europe dans des conditions que nous évoquerons peut-être tout à l'heure. Si on cherche les raisons de cette guerre, il y en a une qui est très claire, qui est la mutation de la politique étrangère américaine à partir d'une date qui est difficile à préciser, mais qui est certainement liée à la chute du rideau de fer et aux réflexions qui ont suivi la chute du rideau de fer pour trouver un nouveau rôle mondial à l'Amérique. Dans le cadre de la philosophie que l'on appelle de manière fallacieuse le néoconservatisme, qui est en réalité une philosophie de la destruction. Donc je ne vois pas pourquoi on l'appelle le néoconservatisme. Ça n'a strictement rien à voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1990 ? Un certain nombre d'intellectuels ont rejoint un certain nombre de praticiens de la politique américaine pour poser les bases d'une nouvelle politique qui correspondait à une vision mondiale, et j'allais dire une vision apocalyptique dans la lignée de ce qu'avait dit monsieur Fukuyama, c'est-à-dire que nous sommes pas loin de la fin de l'histoire, et la fin de l'histoire, c'est la démocratie, l'extension sur la planète entière, d'abord au Proche-Orient, du modèle de démocratie dite libérale, et aujourd'hui il faut mettre des guillemets très, très accentués sur l'un comme sur l'autre. Alors, les gens qui ont participé à ces réflexions, je vais en citer quand même quelques-uns parce qu'ils sont connus. Et c'est, par exemple, vous avez Kristol et William, Irving Kristol et son fils, Norman Podhoretz, Robert Kagan et sa femme qui a joué un rôle totalement désastreux comme secrétaire d'État adjoint dans le gouvernement d'Obama, Richard Pearl, Paul Wolfowitz, Madeleine Albright, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, enfin, on peut y ajouter pour avoir de la diversité Condoleezza Rice, qui n'était pas spécialement modérée. Ils ont créé en 1997 un réservoir de pensée. Hein, je ne traduis pas en anglais parce que... Merci pour faire l'effort de parler français. Alors là, je ne veux pas tout traduire en français. Project for the New American Century. Projet pour le nouveau siècle américain. Le siècle américain, c'est intéressant. Deux erreurs. Premièrement, de penser que ce sont des conservateurs. Ils ne sont conservateurs que parce qu'ils ne sont pas sympathiques. Alors, il y a des gens qui s'imaginent que ne pas être sympathique, ça vous rend, ça fait que vous êtes de droite. Pas du tout. Deuxièmement, ils considèrent que l'Occident ne doit pas avoir de scrupules à utiliser de la force. Dès lors qu'il est le plus fort, il faut qu'il utilise de la force, et spécialement les États-Unis. Et pourquoi ? Pour le bien. Et le bien, c'est l'extension du modèle américain à travers le monde et le renversement de tous les régimes qui sont non démocratiques et qui sont à notre portée. Non démocratiques à l'américaine. Ça s'applique pas à la Chine, bien entendu. Voilà. Alors, deuxième erreur, c'est de penser que ce seraient des gens de droite. En réalité, cette philosophie, elle était en gestation au temps de Reagan et dans l'ombre de Reagan, mais au départ, on a considéré que c'est une philosophie de droite, mais elle a muté par une espèce de mutation
chromosomique ou je ne sais pas, vers le parti démocrate. À l'origine au sein du parti républicain, ensuite il est passé au sein du parti démocrate, et entre les deux, il y a l'intervalle de George Bush fils, qui était sous l'influence de cette philosophie, mais derrière lui, on ne sait pas très bien qui commandait. En tous les cas, ça n'était pas ses idées personnelles qui étaient forcément mises en œuvre. Et puis, vous avez une continuité de la politique étrangère américaine qui commence à Clinton, qui commence à Bush père, les Clinton, Bush fils et Obama. Obama avec sa terrible secrétaire d'État qui était Madame Clinton, qui a été la femme forte, aussi bien aux côtés de son mari Bill Clinton qu'aux côtés d'Obama, et qui pourrait l'être à nouveau aujourd'hui avec tous les dangers que ça peut représenter. Il y a aussi un rapport important qui est de l'an 2000, Rich et Epping de Middle East, qui prévoit de redécouper le Moyen-Orient pour en faire une zone de paix. Et ça s'est traduit par des interventions militaires. Le 11 septembre 2001 a été un déclencheur. Quelle manière, je ne sais pas. En tous les cas, psychologiquement, il a permis de rassembler des forces américaines politiquement très diverses pour des politiques offensives. En 2001, l'Afghanistan était envahi par les troupes américaines. Il n'avait pas été jusque-là. Il avait été l'objet de guerre, mais soutenu par les États-Unis, mais d'ailleurs légitime, puisque c'était contre l'URSS à l'époque. Mais là, les États-Unis interviennent directement. Ils y sont d'ailleurs toujours. Et en 2003, c'est l'Irak, avec une guerre terrible, il y a eu aussi beaucoup de victimes du fait des sanctions prises par sur l'Irak. On a estimé à 500 000 le nombre d'enfants qui sont morts, qui sont morts du fait des sanctions, parce que quand on dit sanctions, dit pas de pièces de rechange pour réparer les conduites d'eau, qui dit absolument déliquescence des services publics, absence de lutte contre les épidémies, etc., etc. Et puis, tout ça fait beaucoup de mal. Michel Onfray estime à 4 millions le nombre des victimes de toutes ces guerres fomentées par les États-Unis. Mais c'est le haut de la fourchette, mais ça n'est pas tout à fait impossible. Et puis en 2011, on retrouve la guerre de Syrie, mais dans le cadre d'un mouvement général qui a touché tout le Proche-Orient, qui est ce qu'on a appelé les printemps arabes. Alors l'opinion occidentale a été en quelque sorte influencée par les États-Unis, et on a fait croire que dans ces pays qui avaient eu du mal à accepter la démocratie depuis des siècles, et qui avaient toujours pas, ou s'étaient toujours pas acclimatés, tout à coup, les gens se réveillaient. Tout à coup, les gens retrouvaient l'esprit démocratique. Les gens descendaient dans la rue spontanément. Et appelé au renversement des régimes dictatoriaux qui étaient plusieurs de ceux que nous avons évoqués, plus d'autres, plus l'Égypte et la Tunisie, plus la Libye, etc. Alors, ces printemps arabes ont entraîné 3 guerres, la Libye, la Syrie et puis le Yémen, qui se sont ajoutées à celles qui existaient déjà, c'est-à-dire l'Afghanistan et l'Irak. Et puis, elles ont entraîné aussi la déstabilisation de pays qui s'en sont jamais remis complètement, en particulier ceux dont la ressource principale est le tourisme. Je pense à l'Égypte, je pense à la Tunisie. Et Madame Clinton comptait s'attaquer et démocratiser aussi par la force l'Algérie, mais elle n'est pas allée jusque-là, parce que il n'est pas du tout certain que si son œuvre est reprise aujourd'hui, ça ne continue pas dans ce sens-là. Vous comprenez, vous aviez l'Égypte, la Libye, la Tunisie, pourquoi ça s'arrêterait? Pourquoi on continuerait pas? Et jusqu'au Maroc, bien entendu. Alors, la deuxième raison de ces guerres, c'est plus ancien que le pseudo-néoconservatisme. Alors, j'en profite pour dire que dans mon livre, j'ai trouvé que le néoconservatisme, c'était fallacieux, et c'est à dire fallacieux puisque c'est de l'idéologie, et l'idéologie est intrinsèquement mensongère. Donc si une idéologie se dit libérale, c'est qu'elle n'est pas libérale. Si elle se dit conservatrice, c'est qu'elle n'est pas conservatrice. Vous comprenez, donc j'ai appelé ça,
Bon, libéral impérialiste. Libéral parce qu'ils se réclament du libéralisme, même s'ils ne sont pas. Et puis impérialiste, là, ils l'ont été, et ils l'ont été de manière sans précédent depuis 1945, d'aucun côté de la sphère mondiale. Il fallait bien trouver un nom, et j'ai utilisé surtout celui-là. Le deuxième conditionnement, c'est essentiel. C'est l'alliance historique des États-Unis avec ce qu'il y a de plus rétrograde dans l'islam, avec l'islam en général, pour des raisons qu'on pourra expliquer différemment, mais spécialement avec les forces les plus islamistes. Ça a été les frères musulmans contre Nasser à une certaine époque, ça a été les moudjahidines contre les régimes soutenus par les soviétiques en Afghanistan, et puis cette politique qui n'a plus lieu d'être, parce qu'à une certaine époque, c'était pour prendre à revers le monde soviétique en s'appuyant sur des gens qui étaient certes des fanatiques peu sympathiques, mais qui croyaient en Dieu, et qui donc pouvaient pas être transformés en marxistes purs et durs. Cette alliance s'est nouée, en fait elle existait déjà avant, mais elle s'est nouée de manière beaucoup plus solide dans l'accord qui a été passé entre Roosevelt et le roi d'Arabie Ibn Saoud en 1945, 15 jours avant la mort de Roosevelt, sur le bâtiment, le Quincy, au large de l'Arabie Saoudite, au retour de la conférence de Yalta. Et c'était pour 60 ans, et il a été renouvelé, l'accord a été renouvelé en 2005, et il sera renouvelé certainement, enfin en tous les cas, il vaut toujours. Alors vous me direz, ça n'est jamais qu'une affaire de pétrole, et puis ça ne concerne qu'un seul pays qui, pareil, n'est pas très peuplé, même aujourd'hui, il n'a pas une population considérable, mais même s'il est riche, mais l'islam oblige les gens qui sont riches, en particulier le roi d'Arabie et tous ceux qui tournent autour, et les gens des Émirats du Golfe qui se sont joints à l'opération plus tard, à faire la charité. Et faire la charité, c'est aider d'autres musulmans. Aider d'autres musulmans, spécialement ceux qui travaillent répandre l'islam, et donc tous les mouvements salafistes, mais également terroristes, qui se trouvent en France, en Europe ou ailleurs, qui ont reçu énormément d'argent et qui en ont reçu énormément pour renverser Bachar el-Assad, tenu pour un hérétique, car il appartient à cette dissidence qu'on appelle les Alaouites, sur laquelle je pourrais parler si certains me posent des questions, mais qui était considéré comme hérétique et pire que les infidèles par les musulmans sunnites de la mouvance majoritaire. Alors, cette alliance s'est faite au détriment de l'Europe. L'Europe passe par pertes et profits, parce qu'à partir de cette alliance, vous pouvez expliquer les vagues migratoires qui n'ont pas été décidées au fond de l'Afrique, qui ont été décidées à Washington ou dans des clubs très haut placés, à New York, à l'ONU. Vous avez l'actuel secrétaire général de l'ONU qui est certes portugais, mais qui est entièrement sous l'emprise de ses forces, qui ne cesse de dire qu'il fallait davantage d'immigrés en Europe. La Commission européenne dit la même chose. Enfin bref, tout ce qui compte dans la sphère mondiale et mondialiste est aujourd'hui favorable aux migrations depuis l'Afrique du Nord ou du Sud vers l'Europe occidentale. L'Europe occidentale n'est pas vraiment leur souci. Leur souci, c'est cette alliance stratégique contre la Russie, parce que l'ennemi c'était l'URSS, aujourd'hui c'est la Russie. Et donc, à partir de là, vous ajoutez la puissance du lobby, du lobby musulman islamiste à Washington, dont l'expression était, Barack Obama était lui-même le demi-frère d'un prêcheur islamiste, bon, qu'il n'a pas beaucoup vu dans sa vie, mais enfin, Madame Clinton avait comme conseillère intime une femme dont toute la famille était dans la mouvance des frères musulmans. Et donc ça, ce sont deux clés fondamentales. La opération contre la Syrie a été préparée, peut-être pas trop par les Français, mais a été préparée par les États-Unis, la CIA, les Anglais, mais les Anglais, il y a deux puissances là, les Anglais et Israël, dont le rôle est difficile à détecter parce qu'il apparaît très rarement à la surface. Les Allemands ont été très actifs dans la préparation.
parce que c'est beaucoup plus facile, dès lors qu'ils ont quelques contraintes dans l'utilisation des armes du fait de la Seconde Guerre mondiale, d'agir de manière souterraine au travers de services spéciaux ou secrets qui n'ont cessé de se développer. Et il y avait en particulier un spécialiste de la Syrie qui s'appelle Volker Perthes, qui, de concert avec la CIA, a contribué à la préparation de la guerre de Syrie. Les Allemands s'estiment aussi spécialistes de ce pays, de ces régions, parce que le siège des frères musulmans en Europe est à Aix-la-Chapelle. Vous voyez, c'est assez significatif que les frères musulmans aient mis à Aix-la-Chapelle. Mais la présence des frères musulmans en Allemagne est un héritage des relations je ne veux pas dire incestueuses, mais des relations très particulières qui ont eu lieu entre le régime socialiste national de 1933 à 1945 et les forces les plus rétrogrades du monde musulman. Et ce qui avait permis l'entrée de frères musulmans dans le périmètre allemand. Alors, les événements majeurs de cette guerre. Et la France, par contre, j'ai pas trace d'un engagement particulier de la France dans la préparation de cette guerre, sinon une anecdote. C'est Roland Dumas se trouvait en 2010, donc un an avant la déclaration de guerre, à Londres. Et comme ses interlocuteurs pensaient qu'ayant été ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, proche du monde atlantiste, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et il a été sollicité, il l'a dit, pour faire participer à des réunions où on préparerait la subversion de la Syrie. Il a dit non merci, moi je suis français, je rentre chez moi, je ne participe pas à ce genre d'équipée. Alors tout a commencé au début de l'année 2011 dans une ville du sud de la Syrie, la frontière de la Jordanie, et pas très loin de la frontière israélienne, qui est Deraa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est très confus, mais il y a des étudiants qui ont manifesté, et qui, dans la vague des printemps arabes qui avait déjà touché une partie des pays méditerranéens, ont écrit des slogans sur les murs qui disaient « Doc, ça va être ton tour ». Doc, c'est Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad est médecin, et avait d'ailleurs prévu de faire une carrière très tranquille de médecin à Londres, où il était installé avec sa femme et ses enfants. Il en a été sorti parce que son frère aîné, qui devait prendre la succession au sein de la dynastie Assad, est mort dans un accident de voiture. Et donc, il a été obligé de rentrer à Damas pour prendre la succession de son père. Donc, Bachar el-Assad, Doc, c'était lui, et ça va être ton tour après le renversement de Ben Ali en Tunisie, du président Moubarak en Égypte, de Kadhafi, etc., etc. Et du président aussi du Yémen. Alors, il a très mal pris, et les manifestations ont été réprimées, semble-t-il, assez durement, mais on ne sait jamais quelle est la part de la propagande. On a emprisonné, paraît-il torturé, un certain nombre de jeunes étudiants qui manifestaient, mais on les a relâchés assez vite parce qu'ils appartenaient à la bourgeoisie locale, qui était très liée au régime. Enfin, le régime, il ne faut pas dire le régime, si vous dites le régime, c'est que vous êtes contre au gouvernement de la Syrie. Et puis, il s'est trouvé que cette rébellion s'est très très vite appuyée sur les islamistes. Alors là, il y a une controverse. Laurent Fabius a dit, oui, mais c'était pas au départ, c'était une rébellion démocratique, c'était pas une rébellion islamiste. C'est Bachar el-Assad qui a lâché tous les dirigeants islamistes qu'il avait dans ses prisons pour qu'ils prennent la tête de la rébellion, pour transformer la rébellion anti-Assad en une rébellion islamiste, parce que idéologiquement c'était beaucoup plus défendable de se battre contre. Ça a été repris par une journaliste anti-Assad très acharnée, qui est Caroline Fourest, mais ce n'est pas du tout certain. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette rébellion était financée par des pays qui, eux, étaient des islamistes, l'Arabie Saoudite, le Qatar essentiellement, et les autres pays du Golfe, et auxquels les rebelles devaient produire non pas des promesses démocratiques, mais des promesses d'établir la charia. Et d'ailleurs, aucun mouvement islamiste n'a dit autre chose que son intention d'établir la charia dès lors qu'ils auraient renversé Bachar el-Assad. Alors, donc, on voit deux camps qui se dessinent.
on voit deux camps qui se dessinent, et d'un côté le gouvernement légitime, enfin légitime sur le plan du droit international, légitimité psychologique, morale, ça c'est une autre question, mais sur le plan du droit international, c'était un gouvernement légitime, donc théoriquement protégé par la Charte des Nations Unies qui condamne toute forme d'ingérence extérieure, et d'autre part toute une série de mouvements qui ont pris très très vite de l'ampleur à travers le pays, qui se réclamaient à des degrés divers de l'islamisme. Alors, on a parlé de l'armée syrienne libre, démocratique, qu'on a mise en avant, mais en fait, il semble assez clairement que cela était un mythe, et que certains mouvements islamistes ont dit faire partie de l'armée syrienne libre pour bénéficier de davantage d'armes des États-Unis et de l'OTAN. En réalité, ils pourraient changer de casse-tête du jour au lendemain, mais de vrais démocrates anti-Assad et non-islamistes, il n'y en avait plus guère sur le terrain 6 mois après le déclenchement de la guerre, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu. Le premier échec de la rébellion, qui a tout de suite pris une ampleur considérable du jour au lendemain, ce qui prouve bien qu'elle était préparée, c'est de ne pas réussir à faire tomber Damas. Damas est resté loyal au gouvernement. On dit même qu'il y a eu des manifestations à Damas, elles ont été filmées par Al Jazeera, mais d'autres pensent que c'était des fausses manifestations, que c'était totalement mensonger. En tout cas, Damas, à l'époque, c'était 3 millions d'habitants sur 24 millions que comptait la Syrie. Aujourd'hui, compte tenu des morts et compte tenu des exilés, il n'y a plus que 17 millions d'habitants en Syrie. Et il y a les migrations intérieures au pays qui font que il y a 8 millions, la population de Damas est passée de 3 millions à 8 millions, c'est pour vous dire 8 millions aujourd'hui sur 17. 3 sur 24, 8 sur 17. Les rebelles n'ont pas réussi non plus à prendre la côte méditerranéenne. Tartous, ils s'y sont pas trop approchés parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose comme une base russe. Et l'Ataquié non plus, parce que l'Ataquié était la capitale il y a eu des combats très très près de l'Ataquié, mais pas l'Ataquié, la capitale des Alaouites. Faction religieuse qui représente environ 15% de la population, à laquelle appartenait Bachar el-Assad et toute sa famille. Assez vite, on a vu que ce que contrôlaient les rebelles, c'était tout ce qui était le long d'une frontière hostile à Bachar el-Assad. Tout le long de la frontière de la Turquie, qui est très longue, le long de la frontière de l'Irak, qui à l'époque était tenue par des forces non gouvernementales, et puis vous aviez le long de la frontière jordanienne. Le roi de Jordanie s'est placé du côté des adversaires de Bachar el-Assad, sans doute qu'il n'y avait pas le choix. C'est un pays où il y a plus beaucoup de diplomatie indépendante. Le long de la frontière d'Israël, par contre, ont été préservés le long de la mer et le long du Liban, malgré quelques tentatives, parce que le Liban, il faut bien le dire, est sous le contrôle militaire du Hezbollah, et que le Hezbollah était du côté de Bachar el-Assad. Ça, c'est le point de départ. Le champ de bataille s'organise très vite à partir de là. Du côté d'Assad, vous avez la Russie. Dès le début, contrairement à ce qu'on en dit, on a dit qu'elle est intervenue à partir de 1995. Moi, quand je suis allé à Damas, on m'a dit que personne ne touchait à l'aéroport de Damas parce qu'il y avait des batteries très très cachées dans les hangars. Il y avait des batteries antimissiles russes qui protégeaient l'aéroport. L'Iran, on dit que c'est la fraternité chiite. Bon, enfin l'alaouite, la religion alaouite, c'est pas tout à fait le chiisme. En tous les cas, l'Iran a envoyé des pasdaran, ses troupes d'élite, mais ceux qui ont été particulièrement efficaces, les plus efficaces, c'était le Hezbollah du Liban, qui a été le fer de lance sur le terrain de la défense du gouvernement de Bachar el-Assad. Et puis vous avez la Chine. Alors la Chine s'est tenue en retrait, mais elle a suivi les choses d'assez près, d'autant que dans tous ces volontaires venus de différents pays pour combattre le gouvernement de Bachar el-Assad, il y avait des Ouïghours. Alors ça, et puis à un moment, je ne sais pas si vous en souvenez, a couru le bruit qu'à Tartous c'était arrivé un porte-avions chinois. C'était pas vrai, mais enfin ça a fait peur, hein, parce que ce genre de nouvelles, ça s'est ébranlé. Alors dans le monde arabe, la Ligue arabe s'est mise très clairement contre
le gouvernement de Bachar el-Assad, mais il avait quand même quelques alliés qui ont l'Algérie et l'Égypte, par exemple, ce qui conduit à écarter l'idée que ce soit seulement un règlement de compte entre sunnites et chiites. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'Égypte, d'ailleurs, était à côté des Américains au Yémen et à côté de l'Arabie Saoudite et contre c'est l'Égypte du maréchal Sissi. Je ne parle pas de ce qu'il y avait avant qui était un peu plus confus. Et au contraire contre les Américains en Syrie pour des raisons très diverses, mais en particulier des liens qui se sont tissés de très longue date entre l'armée syrienne et l'armée égyptienne à l'époque où on avait tenté de fusionner les deux pays. Alors en face, les États-Unis, avec tout l'OTAN aligné. Les États-Unis, si tant est qu'ils soient homogènes, il paraît qu'aujourd'hui, il y a des coups de feu qui s'échangent pour contrôler l'élection américaine entre la CIA et le Pentagone et les forces du Pentagone. Vrai ou pas vrai, je sais pas, mais j'ai vu ce genre d'écho. Mais à l'époque, il y a eu des mouvements islamistes soutenus par la CIA qui tiraient dans certains coins contre des mouvements islamistes, qui tiraient sur des mouvements islamistes contrôlés par le Pentagone. C'était assez confus, l'intervention américaine. Et puis, c'était une intervention un peu névrotique, ou schizophrénique, puisque d'un côté, ils voulaient renverser Bachar el-Assad, de l'autre côté, ils voulaient pas que les islamistes prennent le pouvoir. Alors, et comme il n'y avait rien d'autre, c'était un petit peu confus. Si les États-Unis ont perdu ces deux guerres, je dirais très brutalement, parce que quelque part, ils l'ont perdu, puisque Bachar el-Assad est toujours là, et que le but de guerre, parce que il y a Gênes, on nous a dit qu'il fallait regarder quels étaient les buts de guerre, c'était de le renverser. Et il est toujours là. C'est qu'ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient. Enfin, en définitive, il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Derrière elle, la Grande-Bretagne, tous les pays de l'OTAN, la Turquie, la France, on y reviendra, avec un jeu très personnel d'Erdogan qui rêvait de reconstituer l'empire turc sur la Syrie, puisque la Syrie était entre les mains de la Turquie jusqu'en 1918. Et d'ailleurs les Turcs ont laissé un affreux souvenir quand on parlait du boucher de Damas. Aujourd'hui, on pense à Bachar el-Assad, mais au XIXe siècle, on pensait à un gouverneur turc de Damas qui avait massacré à tour de bras les Syriens. Israël est en arrière de la main, a concentré, a tiré, mais en théorie, d'abord sur le Hezbollah et sur les forces iraniennes. L'Arabie Saoudite s'est engagée à fond contre le régime de Bachar el-Assad, alors que dans la guerre du Liban que vous évoquiez tout à l'heure très justement, l'Arabie Saoudite avait appuyé le gouvernement syrien dans ses interventions contre la France en particulier sur le théâtre libanais. Le Qatar était particulièrement actif, les Émirats arabes unis, le Koweït beaucoup plus discret. Et quant à la France, dès le début, elle a joué un rôle, joué la surenchère. Dès que la question s'est posée au premier trimestre de l'année 2011 de savoir si l'OTAN interviendrait un peu, beaucoup ou pas du tout, les Français c'est d'abord le gouvernement de Sarkozy avec Juppé comme ministre des Affaires étrangères, et ensuite ça a été l'année suivante ça a été le gouvernement de Hollande avec comme ministre des Affaires étrangères Fabius. On fait de la surenchère avec une analyse complètement fausse de la situation. Juppé se vantait dans les couloirs du Quai d'Orsay que Bachar el-Assad n'avait plus que pour une semaine, c'était pas la peine de... Le 2 mars 2012, la France a rompu ses relations diplomatiques, mais de manière beaucoup plus radicale que les autres, en ne se ménageant même pas la possibilité de revenir. Et en particulier, elle s'était fermée le lycée français de Damas. Lycée français de Damas où toute la bourgeoisie syrienne, on fait partie de la bourgeoisie syrienne, envoyait ses enfants. Et c'est pour vous dire à quel point l'esprit de l'amitié pour la France était fort. Une partie des parents d'élèves se sont cotisés pour continuer à le faire marcher. Le lycée Charles de Gaulle, il s'appelle le lycée Charles de Gaulle à Damas. Mais sans un sou de subvention française et sans une vraie reconnaissance de la France.
Et aujourd'hui, les relations diplomatiques ne sont toujours pas rétablies, alors que beaucoup de pays de l'OTAN ne se sont pas privés de les rétablir, éventuellement pour récolter à nouveau des marchés. Juppé-Sarkozy était déjà dans l'affaire de la Libye, donc pour lui la Libye, la Syrie, c'était pareil. Le fait qu'il ait fait un traitement d'honneur à Bachar el-Assad en l'invitant à assister au défilé du 14 juillet l'année précédente, 2 ans avant, honneur insigne qu'on confère qu'aux très grands amis, très grands amis. De même que Chirac avait été le seul chef d'État occidental à assister aux obsèques du père, Hafez el-Assad. Et donc Juppé et Sarkozy et tous les diplomates, la haute diplomatie du ministère des Affaires étrangères étaient absolument convaincus qu'il fallait pas ménager ses arrières, que Bachar el-Assad était foutu et que il fallait se mettre sur les rangs tout de suite. Quel aveuglement! Comment imaginer que la Russie, dont c'était le seul point d'appui dans toute la région, allait l'abandonner comme ça, sans résister? Ils ont voulu faire le coup du siècle, eh bien, ils se sont trompés très très gravement et ont très largement compromis. Alors, qu'on fasse un mauvais choix, c'est une chose, mais la France est apparue tout au long de cette guerre comme le pays qui suivait les États-Unis, mais aussi comme le roquet qui se précède le roquet qui précède la meute, le petit, et qui essaie d'aboyer plus fort que les autres pour se faire remarquer. J'ai plusieurs exemples. Roland Dumas, qui était évidemment tout à fait hostile à cette intervention, a dit que la France avait joué le rôle du bout en train. Alors, pour ceux qui connaissent les activités hippiques, ils voient ce que ça veut dire. Voilà. Hein, je ne veux pas faire un dessin, mais c'est une expression qui est assez typique, puisque chaque fois qu'il s'est posé la question de savoir est-ce qu'on fait une surenchère ou est-ce qu'on en reste là, la France était toujours à aboyer pour dire il faut faire de la surenchère. Et c'est allé jusqu'au bout. Et Macron n'a pas été le moindre à avoir cette attitude. Alors, ça s'est passé, par exemple, quand le 21 août 2013, un incident très très grave s'est produit. Le gouvernement de Bachar el-Assad, ou l'armée de Bachar el-Assad, a été accusée d'avoir lâché des gaz dans la banlieue de Damas. Il y a eu une hystérie internationale tout à fait considérable qui devait conduire l'OTAN à les bombarder, intervenir directement. Les Américains étaient sollicités pour intervenir au sol et surtout pour bombarder Damas. Ce qui aurait entraîné des ripostes soviétiques et une escalade, russe, et une escalade dont on ne sait pas du tout jusqu'où elle serait allée. Obama, qui a beaucoup de défauts, mais qui était sollicité de toutes parts, à commencer par François Hollande et Laurent Fabius, de déclencher une riposte majeure et massive à ce faux incident, puisque en fait ce lâchage de gaz avait été un coup monté par les mouvements islamistes en liaison avec certains services secrets occidentaux. Il a calmé le jeu, surtout Poutine l'a aidé en tendant la perche, et il n'y a pas eu d'escalade. Mais dans la semaine qui a suivi, vous avez Hollande qui est allé à Washington pour dire oui, il faut faire une escalade, sollicité par les extrémistes du Parti démocrate, les faucons du Parti démocrate américain. Alors, Fabius, comme la guerre psychologique a été un aspect très considérable de ces événements, où la diabolisation extrême par une propagande internationale insensée, une diabolisation extrême de ce qu'on appelle le régime de Bachar el-Assad et de Bachar el-Assad lui-même, présenté comme un monstre sans équivalent dans l'histoire. Tout ça, Fabius était particulièrement excité sur ce sujet. C'est lui qui a dit que Bachar el-Assad ne mérite pas de vivre. Je ne crois pas qu'on ait dit que même Roosevelt n'ait jamais dit que Hitler ne méritait pas de vivre. C'était des propos tout à fait excessifs. Il y a eu une poussée pour essayer de faire monter la guerre aux extrêmes.
le Charles de Gaulle et d'autres avions que nous avions qui venaient de France, hein, parce que c'est un avion de guerre, il part s'il part de nos bases, ça c'est un très vite sur le terrain. Hein. Je sais comment ça fonctionne. Vous savez comment ça reste, tout le monde le sait au club de l'horloge. Enfin, toujours est-il que nous avons assuré entre 5 et 10% des bombardements aériens. J'évite de parler de frappe parce que ça c'est de la langue de bois qui laisse penser que quand on bombarde à forte dose, on se contente de donner des claques. C'est comme quand on se contente de donner des claques. Et cette excitation idéologique a été largement nourrie par la France. Est-ce que la France a joué un rôle dans le montage des fausses attaques au gaz par certains mouvements islamistes? Ça se dit à bas bruit, mais je ne peux pas le confirmer. On ne peut pas le confirmer. On le saura jamais. On le saura peut-être jamais parce que les gens qui travaillent dans ces services ne laissent pas de mémoire. Mais en tous les cas, la France a toujours été en pointe. Et quand on y reviendra tout à l'heure, nos grands alliés djihadistes, les mouvements djihadistes, je vais en parler. Prenez votre temps. Non, on attend encore un petit peu, oui. Au départ, il y a eu pléiade de mouvements djihadistes. Ils s'appelaient Jaish al-Mohammed, Liwa al-Tawhid, Al-Jabbar al-Islamiyya, Jaish al-Fatah, Liwa Shuhada al-Yarmouk, etc. Donc, ça, c'était les alliés du monde libre. Beaucoup de rebelles passaient de l'un à l'autre, d'ailleurs, en fonction. Il suffisait que l'un reçoive de l'argent de l'Arabie Saoudite pour le payer 2 fois plus cher, il basculait. Mais de cette nébuleuse ont émergé très rapidement 2 mouvements principaux. Le premier, c'est Al-Nosra, qui a déjà d'ailleurs changé 2 fois de nom, qui s'appelle aujourd'hui Tahrir al-Sham, et Al-Nosra était lui-même un avatar de Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a revendiqué haut et fort les attentats du 11 septembre et qui ont été le principal mouvement à recevoir de l'aide américaine et française, puisque les Français ont surtout... c'est énorme, c'est la stricte vérité, bien sûr, la stricte vérité. Et puis vous avez Daesh, dont beaucoup de gens disent, et pas n'importe qui, hein, l'ancien chef d'état-major de l'OTAN en Europe, et quelques autres disent que c'était une création des services secrets de l'OTAN dans le but d'avoir des forces plus performantes que ne l'était Al-Qaïda. Alors, contre Daesh, qui a émergé en 2014, Obama a fait une coalition internationale qui comprenait plusieurs dizaines d'États contre le terrorisme. Et là aussi, tout à fait fallacieux, puisque cette coalition a fait semblant de combattre Daesh. Il est même arrivé, par exemple en 2016, qu'au moment où les troupes de Daesh étaient en difficulté face aux troupes de l'armée syrienne, l'aviation américaine aille bombarder l'armée syrienne pour sortir les troupes de Daesh de ce mauvais pas. On a dit que c'était une erreur, mais enfin personne ne le croit. Alors, le but de ces mouvements islamistes, c'était d'impliquer les États-Unis, parce qu'ils sentaient bien qu'à partir du moment où ils n'avaient pas réussi à conquérir Damas, ils savaient bien que leur position piétinait, c'est-à-dire à partir de 2014, qu'ils n'y arriveraient pas s'il n'y avait pas un accroissement de l'implication américaine. Donc ils organisaient, en liaison avec les Français qui souhaitaient aussi un accroissement de l'implication américaine, et sans doute les Anglais, organisaient des provocations destinées à atteindre ce but. Alors les autres composantes, c'est la Russie. La Russie est intervenue dès le début du conflit, non pas en 2015 comme on le raconte, et c'était tout à fait normal, puisque je vous rappelle que du temps du communisme,
l'URSS avait 7 points d'appui, 7 pays qui lui étaient plus ou moins inféodés, en tout cas avec lesquels il était en confiance, en partant de l'Algérie, la Libye, l'Égypte à certains moments, le Yémen du Sud, l'Éthiopie, dans la région. Il ne lui restait de ces 7 pays, il ne lui restait que la Syrie, avec sa facilité portuaire de Tartous. Tartous, on a dit qu'il y avait une base russe. Quand j'étais à Tartous, j'ai demandé à tout le monde où était cette base russe. En fait, j'ai eu des réponses très vagues, mais je suis allé regarder sur Google Maps pour essayer de l'identifier. En fait, il y avait tout simplement le long du quai du port de Tartous, des facilités portuaires pour les Russes. Je pense que depuis, ils ont étendu ces facilités, mais à l'époque, c'était ça. Mais c'était leur seule base qui leur restait dans la région. Aujourd'hui, ils en ont d'autres. Ils en ont très récemment ouvert une sur les côtes du Soudan, le long de la mer Rouge. Et c'est imaginez qu'ils allaient la lâcher alors que la Russie n'était pas au 36e dessous, comme sous Yeltsin. Elle était avec Poutine, qui était en pleine forme à ce moment-là, était d'une naïveté et d'une incompétence diplomatique grave. La vague migratoire, 1995, il est très clair qu'elle a été déclenchée, de manière très délibérée, par des partenaires. Il y en a un qui est très certain, c'est Erdogan. Alors je vous parle de la vague migratoire qui est de traverser la mer Égée, qui a touché quand même presque 2 millions de personnes. Je vous parle pas de la Libye, parce que c'est pas tout à fait notre sujet, et parce que les conditions sont différentes. Ça veut pas dire que ça n'a pas été déclenché, mais pas par les mêmes. Déclenché par Erdogan, en liaison sans doute avec Angela Merkel. Pardonnez-moi, je dis Angela, parce qu'en France, on prononce à la française. Vous avez parfaitement raison, voilà. On n'est pas obligé de prononcer à l'allemande. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les relations entre Angela Merkel et Erdogan sont des relations assez particulières, puisqu'il y a eu des élections que Erdogan a failli perdre en décembre 2015, 3 jours avant l'élection, il y avait Madame Merkel qui était là pour promettre des milliards à la Turquie, que la Turquie a eu, parce qu'elle a arrêté la vague migratoire qui partait de l'ouest de la Turquie vers la Grèce, elle ne l'a arrêté que quand elle a reçu ces 6 milliards. 6 milliards qui ont servi à acheter des armes. Alors quand on vous dit que l'Union européenne n'est pas intervenue dans le conflit en tant que telle, puisqu'elle n'a pas de vocation militaire, elle est intervenue indirectement sur le plan financier, elle est intervenue aussi en imposant un blocus totalement féroce à la Syrie. Et qui continue aujourd'hui de manière totalement inhumaine. Quand la guerre est finie, un pays a vécu 10 ans de guerre, le moindre d'esprit, le minimum d'esprit chevaleresque, ça serait dire bon, maintenant on tourne la page, mais pas du tout, pas du tout. Ces gens-là n'ont pas accepté que Bachar el-Assad soit toujours en place. Alors, il y a eu le vrai basculement, il y a eu la prise d'Alep, fin 96, mais le vrai basculement, et c'est là que nous arrivons dans l'actualité, pardonnez-moi de m'attendre, c'est que en janvier 2017, Trump a pris les commandes des États-Unis d'Amérique. Et la politique de Trump était de cesser les expéditions en vue de changer les régimes et de ne pas s'obstiner face à un pays qui était soutenu très fort par la Russie. Dès son arrivée, il coupe les vivres à Al-Nosra. Et ensuite, les forces américaines ont commencé à faire véritablement la guerre à Daesh. Donc il y a eu la prise de Mossoul, et il y a ensuite la capitale de Daesh en Irak. Et ensuite, la prise de Raqqa, qui était la capitale de Daesh en Syrie. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le débat, mais Trump représente la première rupture, pas toujours aussi nette, pas sur tous les champs de bataille, mais en tous les cas en Syrie et dans quelques autres pays, la rupture de cette politique d'alliance entre l'islam sunnite et, sous ses formes les plus extrêmes, et les États-Unis d'Amérique. Trump aurait préféré, mais il n'a pas pu le faire, s'entendre avec les Russes contre le terrorisme et contre l'islamisme, ce qui était une posture tout à fait différente de celle d'Obama-Clinton. Macron ne s'est pas contenté de ça. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas les Russes qui ont fait peur à Macron, c'est le retrait américain. Il y avait environ 2000 hommes, 2000 Américains dans l'est de la Syrie. Trump annonce leur retrait progressif, et nous avions 200 hommes dans l'est de la Syrie.
Et Macron annonce qu'ils allaient passer à 400, comme si la France allait compenser la baisse du niveau d'intervention des Américains. C'était parfaitement ridicule. La France n'a pas pu, enfin Macron n'a pas pu continuer sur cette voie parce qu'il s'est retrouvé tout seul du fait de la défection, enfin de le changement de ligne américaine. Mais il a essayé de pousser d'essayer de pousser des vocalises pour dire qu'il fallait continuer la guerre et qu'il fallait absolument continuer cette intervention jusqu'à la chute de Bachar el-Assad. Il y a eu 2 nouvelles attaques chimiques qui coïncident avec ce retrait, l'une en mai 2017, l'autre en mai 2018, où immédiatement l'opinion internationale a montré du doigt Bachar el-Assad et où il a été question d'un accroissement de la présence américaine. Alors, Trump n'a pas pu aller contre cette vaste vague le poussant à l'intervention. Donc il a opéré des bombardements de représailles dans les 2 cas. Mais dans les 2 cas, il avait informé les Russes des cibles des bombardements de représailles. Et bien entendu, les Syriens ont été informés et il y a eu personne devant. Donc d'une certaine manière, on a continué à calmer le jeu. Alors, le bilan général, c'est un retrait incontestable de l'Occident et une puissance accrue des États-Unis. Mais pour la France, c'est encore pire. Nous avons perdu tout crédit dans une région où nous en avions, par notre servilité et par le fait que nous avons joué contre nos amis historiques, qui sont les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient étaient la cible principale des djihadistes. Quand ils arrivaient dans un village, c'était les chrétiens d'Orient qui étaient les premières victimes, et de toute confession, mais enfin surtout orthodoxes. Et les chrétiens d'Orient étaient entièrement derrière Bachar el-Assad, ou presque entièrement, à part les jésuites, qui sont présents à Damas, et tout ça parce que les minorités se serrent les coudes. Hein, les alaouites, 15% de la population, les chrétiens, à l'époque, 10%, aujourd'hui beaucoup moins. Et tout ça nous conduit à dire, et donc là aussi nous nous sommes décrédibilisés, tout cela nous conduit à nous demander qu'est-ce qui va se passer maintenant. On ne sait pas quel va être le résultat des élections américaines, mais je pensais que les démocrates avaient tenu compte de l'échec de cette expérience, mais pas du tout. Le programme de M. Biden comporte un retour de la présence militaire des États-Unis au Proche-Orient, et ce n'est un secret pour personne que dans l'orbite, les hautes sphères du Parti démocrate, il y a des gens qui ne sont toujours pas contents que Bachar el-Assad soit encore au pouvoir et qui cherchent une revanche et qui considèrent que Trump, en ayant pratiquement cessé la guerre contre Bachar el-Assad, a trahi les intérêts de l'Amérique. Donc tout est possible, y compris le pire. Voilà. Donc l'affaire n'est pas terminée et elle est à suivre, et ce n'est pas évidemment avec le président actuel que nous nous tiendrions à l'écart d'une mauvaise opération qui pourrait avoir lieu dans cette région. Cher Roland Hureau, merci infiniment de votre exposé. D'abord, quel bonheur de sortir de la routine Covid. Quel bonheur de parler un peu d'autre chose et de parler des vrais sujets. Bien sûr. Deuxièmement, je remercie pour cette analyse très fouillée, très claire, très lucide de cette situation effroyablement complexe qui est dans ce Proche-Orient, à la fois berceau de civilisation, parce que n'oublions pas qu'en Syrie, c'est quand même là qu'a été créé le langage, l'écriture. Oui, oui, oui. Et d'autre part, à l'attaquer, dans la banlieue de l'attaquer. Absolument. Mais que de terribles perspectives vous offrez. Vous avez ouvert sur le rôle réel du gouvernement américain passé. Vous avez, malgré la parenthèse Trump, votre conclusion est très pessimiste. Donc, enfin, la parenthèse, on n'est pas encore sûr que ce soit une parenthèse, hein, parce que. Non, mais enfin, disons que pour l'instant, on en est, si on écoute. Mais il faut pas écouter, justement. Eh bien, n'écoutons pas. Alors, espérons que la parenthèse ne se fermera pas, mais si jamais elle se refermait, oui. les perspectives seraient quand même assez. Très sombres, très inquiétantes. Très sombres. Alors, vous avez, avec émotion d'ailleurs à un moment donné dans votre exposé, puis après je passerai la parole aux questions bien entendu, regretter cette attitude de la France. Est-ce que vous ne pensez pas que la France s'est reniée quelque part ? Ah oui, complètement.
Est-ce que vous pouvez Complètement. Les pires gouvernements anticléricaux de la Troisième République, je parle, enfin, Jules Ferry, c'était pas le pire, mais enfin, Jules Ferry, Gambetta qui disait l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. Alors, ils étaient très contents que les congrégations religieuses quittent la France pour aller s'installer au Proche-Orient, en Syrie ou en Afrique. Mais il les aidait. Le petit père Combes aidait les congrégations françaises qui se trouvaient dans cette région. Là, pour la première fois, on a rompu le lien. Les chrétiens d'Orient sont un petit peu, je pense aussi. Et ils sont bien tristes, mais ils ne sont pas vraiment étonnés. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant dans tout ça. Bon, est-ce que j'oserais dire, sans citer de nom, que l'homme qui a organisé toutes ces opérations d'aide aux djihadistes est un familier de Saint-Nicolas du Chardonnay. Bon, incroyable. Henri de Lesquen, vous souhaitez, je ne sais pas si on se tutoie, enfin bref, Henri de Lesquen souhaite intervenir peut-être pour... Non, je n'interviens pas pour l'instant en mon nom, mais simplement pour lire les messages des auditeurs de Radio Athéna et du Carrefour de l'Horloge. Alors, Roland Hureau, vous avez d'abord des compliments tout à fait enthousiastes de certains auditeurs. Guillaume vous dit, cette émission est géniale. Samir Salem vous dit, voilà enfin quelqu'un qui va au fond des choses. Roland Hureau envoie du lourd. Alors, questions diverses. Oui, la réalité est lourde aussi. La question diverse. Alors sur les Kurdes, il y a des questions qui vont en sens inverse. Sébastien Gros vous dit. Les milices turcs ont envahi le territoire syrien, notamment la ville d'Afrin, dans le nord. La France, alliée des Kurdes, ne pourrait-elle pas revenir aux affaires et se réconcilier avec Assad par cette fenêtre? Alors, en sens inverse, Noisette vous dit, les Kurdes sont les chiens de garde des Occidentaux. Voilà. Qu'en pensez-vous? Les Kurdes sont massivement présents dans l'Est. Attendez, Hugo, pardon, autre question. Crête Acompte vous dit, le monde entier a abandonné les Kurdes, la France a le devoir de soutenir les Kurdes qui sont en train de se faire massacrer par les islamistes et par les Turcs. Ça dépend si c'est en Turquie ou en Syrie. Ce le monde entier a abandonné, ce sont les Arméniens, pour le moment. Alors j'ai beaucoup de sympathie pour les Kurdes, mais enfin, il faut pas oublier qu'ils ont été les exécutants des massacres de 1916 et 1917. Mais enfin, leurs arrière-petits-enfants n'en sont pas responsables, bien entendu. Non, les Kurdes sont présents le long de la frontière turque, beaucoup moins nombreux que l'autre côté de la frontière, ça c'est clair. Ils étaient assez maltraités, mais enfin ils pouvaient vivre par le gouvernement de Bachar el-Assad. S'ils n'étaient pas en première ligne, c'était pas les gens les plus influents. Ils n'étaient pas pour autant persécutés, simplement c'était plutôt mal vu d'être kurde, mais sans plus. Alors que les chrétiens ont connu dans la Syrie d'Assad père et fils, puisque le père Al-Assad prend le pouvoir en 1967, et en coalition et complètement en 1971, donc ça fait quand même presque 50 ans, et c'est le pays où les chrétiens ont été le mieux traités dans tout le Proche-Orient. Voilà. Et avec un statut de stricte égalité. Il faut dire que Bachar el-Assad a fait toutes ses études chez les bons pères, et puis les Alaouites, on les appelle quelquefois les petits chrétiens, bien que leur doctrine ne ressemble pas beaucoup au christianisme, mais enfin c'est un peu particulier. Alors les Kurdes. Excusez-moi, mais il y a un point de théologie musulmane, c'est que les Alaouites, du moins au niveau suprême de l'initiation alaouite, acceptent l'incarnation. Vous voyez ? Même pour Dieu, c'est incarné.
Oui. Dieu s'est incarné dans les imams. Ah non, mais il y a beaucoup, ça je sais pas, mais d'abord c'est une doctrine ésotérique, hein, c'est une doctrine gnostique, donc vous connaissez le premier degré qui est Bachar al-Assad va à la mosquée sunnite comme tout le monde, hein, les apparences extérieures sont les mêmes que celles des sunnites, puis derrière il y a des doctrines ésotériques que on ne connaît pas, mais qui sont probablement beaucoup moins bien maîtrisées aujourd'hui qu'au XIIIe siècle, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent des doctrines tellement compliquées qu'ils n'arrivent pas à les transmettre. En tous les cas, les Kurdes représentent aussi une minorité dans le nord du pays, sunnite, carrément très sunnite, mais avec une langue différente, qui n'est pas du tout l'arabe. Bon, ils sont beaucoup moins nombreux en Syrie qu'ils ne le sont en Irak et surtout en Turquie. Mais ils se sont venus au secours du gouvernement de Bachar el-Assad, de l'armée syrienne, tout de suite, parce qu'ils n'aimaient pas les djihadistes, que les djihadistes étaient très très hostiles aux Kurdes. Alors, du coup, ça a rapproché les Syriens de Damas, le gouvernement syrien de Damas, où il y a beaucoup de sunnites d'ailleurs, hein, pas que les Alaouites, c'est un clan parmi d'autres, et des Kurdes. Et les Kurdes ont joué un rôle dans la guerre. Et du fait que les Kurdes voyaient leur importance monter, c'est une des raisons de l'intervention de la Turquie, mais seulement une des raisons, parce qu'en réalité, ils étaient intervenus avant. Mais ils ont tiré prétexte du fait que les Kurdes de Syrie prenaient les armes, se battaient et apprenaient à se battre, pour envahir une petite partie du territoire kurde de la Syrie, dans le nord-ouest. Ils avaient surtout très peur qu'il y ait une contagion de la participation, de la militarisation des Kurdes de Syrie vers les Kurdes de Turquie. Alors, à un moment donné, c'est-à-dire à partir de 1995, il y a des gens aux États-Unis qui se sont dit qu'ils sont à la recherche de partenaires plus fiables que Daesh. Daesh qui n'était pas un partenaire officiellement. Alors les Kurdes, c'était parfait. Ils étaient ni pour Bachar el-Assad, ni pour Daesh. Alors c'était et puis en plus ils avaient des femmes combattantes, donc très évoluées sur le plan des mœurs, croyait-on. Donc ça a été un peu le bon sauvage. Hein. Vous avez Bernard-Henri Lévy qui s'est enthousiasmé pour le combat des Kurdes, parce que les Kurdes, ils étaient irréprochables. Ils étaient irréprochables par rapport aux critères occidentaux. C'était alors aujourd'hui ils ont été très aidés, ils ont participé beaucoup à la bataille pour reprendre la ville de Raqqa. Hein. Ils ont été très utilisés par les occidentaux, y compris très au-delà du territoire kurde, pour la reprise des territoires contrôlés par Daesh à l'est de la Syrie, mais qu'on ne voulait pas donner au gouvernement de Bachar el-Assad, et qui ne sont toujours pas sous le contrôle de Bachar el-Assad. Alors les Kurdes, c'était très pratique. En plus, dans les milices kurdes, il y avait des chrétiens, il y avait même une milice chrétienne. Alors, je ne crois pas qu'il soit particulièrement... Il faut serrer le problème kurde entre ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Syrie, où je ne crois pas qu'il soit particulièrement maltraité, ni d'ailleurs en Irak. Alors, la question kurde en Turquie, ça c'est une question qui se maintient tant que la Turquie existera. Enfin, je veux peut-être aller jusqu'au bout on a les grands pays impérialistes de l'extrême-orient ou d'Europe ont reçu des gros coups de bâton. Je pense que les Turcs l'ont pas encore reçu, malgré ce qui leur est arrivé en 1918. Donc là actuellement, Erdogan poursuit un double projet, non pas un seul projet, mais deux projets. Un projet ottoman qui est la reconquête de territoires qui avaient appartenu à l'Empire ottoman, par exemple la Libye où il a aujourd'hui des troupes, le Haut-Karabakh, à travers son allié l'Azerbaïdjan, et puis un projet islamiste mondial, puisque parmi les islamistes qui sont chers au cœur des démocrates américains, en particulier Mme Clinton, il y avait les islamistes, il y a l'Arabie Saoudite et il y a la Turquie, qui sont des alliés historiques, tous les deux, des États-Unis, même si... Je ne suis pas sûr que le Haut-Karabakh ait jamais appartenu à l'Empire ottoman, c'était plutôt à l'Empire perse. Mais vous avez raison. Oui. À vérifier, mais il ne me semble pas. Oui. Alors, toujours sur les Kurdes, Si je peux me permettre une petite plaisanterie. La Kurde.
Non. Dans une des séries télévisées françaises actuellement très connues, je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas faire de publicité, un des épisodes met en scène effectivement une combattante, une chef combattante kurde. Kurde, oui. Le bureau des légendes. Ah, mais j'avais dit non, c'est le bureau des légendes. C'est assez marrant, ouais. Oui, mais peut-être, mais elle a existé, elle est morte, la pauvre. Mais il a eu un grand succès médiatique à un moment donné, puisque le bureau des légendes. Ouais. La résistance des Kurdes et à Daesh et à Bachar el-Assad, ça plaisait. Non, mais je pense qu'on peut citer le bureau des légendes parce que l'esprit de cette série est bon. C'est une série qui met en valeur le patriotisme, l'amour, le courage, l'honneur. Donc franchement, non. Et l'abnégation. C'est assez rare, hein. L'abnégation, le sacrifice. Non, c'est une excellente série. On n'est pas là pour faire de la publicité. Pourquoi pas non, attendez. Je voudrais préciser que la guerre en Syrie n'est pas complètement terminée. Enfin, on se bat pas sur le terrain au quotidien. Il y a la poche d'Idlib, qui est très proche de la frontière turque, qui est entre les mains de Al-Nosra, Al-Qaïda, avec un fort soutien logistique turc. Alors pour le moment, on se bat pas. Justement. Mais ça n'est pas réglé. Une question de Samuel Antoine, justement, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites à l'instant, Roland Hureau. Bachar el-Assad ne possède plus la partie nord du pays en raison de l'occupation turque et kurde. Cela pourrait-il discréditer le régime? Et Noisette dit dans le même sens qu'il faut que Bachar el-Assad recouvre le pouvoir sur l'ensemble du territoire syrien. Ça serait bien sûr souhaitable. Et puis, il faudrait aussi que la Syrie cesse d'être soumise à ce régime de sanctions particulièrement féroce qui lui est imposé aujourd'hui. Alors, il est imposé par les États-Unis, peut-être, mais comme les États-Unis ne faisaient pas beaucoup de commerce avec la Syrie, c'est surtout l'Union européenne qui, avec une efficacité, l'efficacité qu'on lui connaît pour faire souffrir les gens, a pris le relais. Alors, pour ce qui est du Nord, oui, c'est pas le gros du territoire que ne contrôle pas le gouvernement. La poche d'Afrine. Oui, mais c'est à l'est, oui, absolument. Tout l'est qui est tout l'est, Kurdes. mais c'est du désert, sauf qu'il y a les ressources pétrolières de la Syrie qu'on lui vole chaque jour. Exactement. Ça c'est très clair. Au nord, ce sont des poches beaucoup plus restreintes. Il y a la poche djihadiste d'Idlib, qui est quand même très restreinte et qui est sous haute surveillance. Et puis en plus, le Bachar el-Assad, chaque fois qu'il faisait des prisonniers djihadistes, il les envoyait à Idlib. Donc on a fait quand il y a eu la prise, un moment très important, un tournant qui a été la reprise d'Alep. Les djihadistes qu'on a trouvés à Alep, ils étaient nombreux, encadrés par des Français, des Américains, des Anglais, des Israéliens et beaucoup de Turcs. Les gens qui encadraient, on les a rendus à leur pays dans la discrétion. Et quant aux djihadistes, on leur a dit, vous allez à Alep, vous allez à Idlib. Donc ils avaient une espèce de concentration, une espèce de réserve de djihadistes, quoi, au sens zoologique du terme. Je me demande si vous ne devriez pas couper votre téléphone mobile, cher Roland Hureau, parce que j'entends, non, il faudra l'éteindre. Sinon... Y a-t-il d'autres questions? Oui, bien sûr, il y a d'autres questions. On va arrêter dans quelques minutes. Oui, il y a d'autres questions, beaucoup d'autres questions. Pour se terminer sur, c'est pas un territoire considérable au nord, c'est surtout à l'est qu'il y a du préjudice, oui. Alors, autre question, autre question que je la retrouve. Erwan D. Donald Trump n'est en réalité pas plus modéré qu'Obama sur la Syrie. Que pensez-vous de l'occupation d'Al-Tanf? Je dois être au sud, je crois. Hein. Voilà. Donald Trump n'a jamais. Et Sébastien Gros vous dit l'Euphrate à terme ne devient-il pas une frontière naturelle? L'Euphrate. Ça n'a rien à consolider. La politique de Trump est à deux dimensions qui sont en partie contradictoires. Il a énoncé ça avant l'élection de 2016. Hein. C'était très clair. Sa politique étrangère est d'une cohérence, par rapport à ce qu'il a dit, qui est très très indubitable. C'était cesser de faire le regime change. Regime change, ça veut dire bombarder pour démocratiser les pays par force et faire sauter les dictateurs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et à ce titre-là, il n'a pas insisté pour renverser Bachar el-Assad. Mais par contre, un appui renforcé à Israël et donc une hostilité au moins aussi forte
à l'Iran et aux alliés de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah, essentiellement le Hezbollah. Et donc, oui, sur ce plan-là, et puis j'ajoute qu'il n'avait pas les mains libres parce qu'il fallait qu'il ménage la CIA, qui fait ménage le Pentagone, qui avait sa propre politique, sa propre vision. Il est clair qu'il n'a pas véritablement commandé. S'agissant des bombardements très spectaculaires qu'il a opérés, ça c'était quand même du spectacle. Hein, c'est quand même du spectacle puisqu'il n'y a pas eu un seul mort, ni dans un camp ni dans l'autre, et que on sait de manière très très claire que les lieux des bombardements avaient été annoncés 24 heures à l'avance à Poutine. La fin de la séance approche, donc s'il y a d'autres questions. Écoutez, il y a beaucoup d'autres questions, oui, bien sûr. Ouais. Écoutez, je vais peut-être alors à ce moment-là poser des questions qui concernent plus Roland Hureau lui-même que le sujet de la Syrie. Alors d'abord, on demande à Roland Hureau, Samir Salem lui demande s'il a vu le film Vice ou Vice sur Dick Cheney. Oui. Et si oui, ce qu'il en a pensé. Voilà. J'étais impressionné par le rôle de Dick Cheney dans les événements du début des années 2000. Il y a des photos où on voit Dick Cheney avec des islamistes, je crois. Oui. Ouais, sans contester. C'est pas Dick Cheney, mais un de c'est McCain, le sénateur McCain. Mais ça fait rien. Il y avait des liens très directs entre Dick Cheney et l'ISIS, mais ça, c'est les années 2000. Oui, j'ai vu ce film et il est assez typique il ne lève pas toutes les ambiguïtés qui peuvent exister sur le 11 septembre et sur ses suites, mais je n'ai pas un souvenir non plus très précis, je l'ai pas vu récemment, mais je pense qu'il est très instructif et ce n'est pas un film de propagande, bien au contraire. Alors Z vous demande si vous avez produit un livre sur la gnose. Alors je peux confirmer que vous l'avez fait. Oui, je l'ai cité d'ailleurs. Peut-être pouvez-vous en dire un mot. Votre livre sur la gnose. Je vais en dire un mot par rapport à la Syrie, parce qu'on ne peut pas se disperser sur tous les sujets. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les auditeurs oui, non, mais bien sûr, de vous interroger sur tous les sujets. Il y a une gnose chrétienne. La Syrie est un pays de carrefour, et c'est un pays carrefour depuis 1000 ans avant Jésus-Christ, et c'est un pays d'ailleurs pour ça qu'il est libéral, enfin bien sûr le régime, ou plutôt pour ça qu'il est autoritaire, parce que il y avait différentes confessions, il y a toujours eu une grande diversité religieuse et clanique. Donc, pour éviter que tous ces partis religieux ne s'entre-détruisent, il fallait un régime très fort. Le régime de Bachar el-Assad, après celui d'Hafez el-Assad, est une vraie dictature, incontestablement. C'était pas un régime totalitaire. On n'embêtait pas les gens au quotidien, mais c'était une dictature. Et une dictature peut être nécessaire en raison des forces centrifuges considérables qui existaient dans ce pays. Alors, du temps des Byzantins, même, il y avait déjà des gnoses chrétiennes. C'était un des territoires préférés des gnostiques. Et les gnostiques chrétiens sont devenus des gnostiques musulmans. C'est-à-dire qu'il y avait du temps des croisades, ce qu'on appelait le vieux de la montagne, dans un château qui est absolument imprenable en haut d'une montagne, il y avait une secte qui était ismaélienne. La secte ismaélienne. Aujourd'hui, leur descendance, c'est l'Agacan. Bon, il n'est pas dans un château en haut d'une montagne, il est simplement au château de Chantilly, mais enfin, et puis il n'embête personne. Mais disons qu'il y a une tradition gnostique, et les Alaouites sont une branche du chiisme, mais beaucoup plus qu'une branche du chiisme. En réalité, pour des raisons, si la géopolitique avait conduit l'Iran à ne pas soutenir Bachar el-Assad, je pense qu'il n'aurait pas soutenu. Mais je voudrais démonter l'idée que c'est une bataille religieuse sunnite contre chiite. Ça, ce sont les Américains et les Israéliens qui ont inventé cette histoire. D'ailleurs, on dit qu'il y a un arc chiite qui va de l'Iran jusqu'au Liban et jusqu'au Hezbollah. En réalité, aujourd'hui, sur le plan démographique, la principale pièce de l'arc chiite, c'est l'Irak. Et qui a mis les chiites au pouvoir en Irak? Ce sont les Américains. Donc, s'il y a un arc chiite, c'est parce que les Américains l'ont démontré dans cette affaire-là. Ils sont très puissants, mais ils ont l'art de se tirer dans les pieds. Merci infiniment, Roland Hureau. Je vais laisser Henri poursuivre la séance, parce que moi, je dois rentrer. D'accord. Avec les contraintes de train. Merci à vous tous et bonne continuation avec Henri Descal. Merci encore. Hein. Je vous en prie. Bien, merci aux deux Pierre, à Pierre de Tirmont qui réalise l'émission et à Pierre
Pierre Milan qui a organisé cette réunion fort passionnante avec notre ami Roland Hureau. Alors, je continue. Alors là, c'est une question que je vais poser de mon propre Ah oui, d'accord. chef. C'est-à-dire, Roland Hureau, vous récusez l'idée qu'il y aurait un conflit chiite-sunnite. Ah, je Donc, dis pas. attendez, laissez-moi finir la question. Il n'est pas déterminant. Or, il me semble que la théorie de l'arc chiite que chercherait à constituer l'Iran avec l'Irak, où les chiites sont maintenant au pouvoir, puisqu'ils sont majoritaires et que le gouvernement est élu à la majorité, en Syrie, où les chiites un peu spéciaux que sont les alaouites ont le pouvoir, et le Liban, où les chiites... Le Hezbollah a le pouvoir. Le Hezbollah a le pouvoir réel. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, grâce à ces avancées du chiisme, sous l'obédience de l'Iran, un arc chiite qui s'est constitué à la grande peine d'Israël en particulier, et des sunnites intégristes comme les wahhabites d'Arabie Saoudite? Est-ce que cet arc chiite n'est pas une réalité? On parlait, il est peut-être une réalité, mais les États-Unis ont beaucoup contribué à ce qu'elle émerge. Alors, on parlait du film de Weiss que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu quelque chose d'assez curieux qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'Israël était opposé au projet de Bush et de Dick Cheney d'envahir l'Irak en 2003. Je suis pas si sûr que ce soit confirmé. En tout cas, j'ai pas la réponse sur ce sujet-là. Je crois pas que il y a des pays sunnites, que je vous citais l'Égypte et je vous citais je vous citais l'autre pays, l'Algérie, qui était du côté qui ont soutenu Bachar el-Assad. Bon, d'autre part, la Turquie était contre Bachar el-Assad. Elle est en majorité sunnite, mais il y a une forte minorité chiite qui est très importante. Ça n'explique pas tout, parce que, par exemple, il y a eu cette affreuse guerre qui a fait 1 million de morts entre l'Irak et l'Iran entre 1980 et 1990. Du côté irakien, les chiites ont été parfaitement loyaux à Saddam Hussein, et du côté iranien, les sunnites, parce qu'il y a des sunnites en Iran, ont été parfaitement loyaux aux ayatollahs qui dirigeaient le pays. Donc c'est moins simple qu'on peut le penser. D'autre part, Bachar el-Assad n'aurait pas pu se maintenir si dans les 70% de sunnites qui existent en Syrie, il n'y avait pas eu de très solide soutien, notamment toute la bourgeoisie sunnite de Damas. Donc on ne peut pas réduire, on peut pas réduire le sujet à... Alors, on peut pas dire qu'il n'y a pas de problème entre les sunnites et les chiites, mais on peut pas réduire ni ce problème, ni les autres problèmes du Proche-Orient au clivage religieux. Alors, si vous me permettez d'ajouter, disons, 2 précisions à ce que vous venez de dire, qui vont dans votre sens. D'abord, contrairement à ce que dit Noisette, auditrice de cette émission conférence, non, les alaouites sont en fait très différents des chiites orthodoxes et chiites duodécimains de l'Iran. Oui. C'est une secte très bizarroïde. En réalité, ce ne sont pas des vrais musulmans, comme les Druzes d'ailleurs. C'est une religion ésotérique, comme vous l'avez dit, Roland Hureau. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne connaît le fond de la doctrine que quand on est au dernier degré d'initiation. On connaissait, parce que comme vous savez, vous avez des sectes ésotériques, comme c'est trop compliqué et que il n'y a pas de transmission culturelle, à un moment donné, on sait plus très bien pourquoi, on sait plus très bien ce à quoi on croit. C'est comme quand les liens ont été renoués avec l'église copte d'Égypte, les origines du schisme de l'église copte d'Égypte, la question du monophysisme, personne ne savait plus ce que c'était. Maintenant, ils savent, parce qu'ils se sont étudiés. On savait, mais eux, ils savaient plus. Alors, je rappelle quand aux auditeurs de Radio Athéna qui auraient oublié ce que c'était le monophysique. Le monophysisme, c'est très intéressant parce que ça caractérise vraiment le Proche-Orient chrétien. C'est-à-dire que le monophysisme, c'est la doctrine selon laquelle Jésus
n'avait qu'une seule nature, la nature divine. Il n'avait pas la nature humaine. Donc, dans la version extrême du monophysisme, on appelle ça le docétisme, c'est-à-dire que selon cette version, Jésus était un fantôme qui avait l'apparence humaine mais qui n'était pas un homme. Enfin, je vais peut-être pas me lancer dans une discussion là-dessus, mais on considère généralement que le monophysisme, c'était la vallée du Nil et c'était dans la direction d'Afrique, puisque l'église d'Éthiopie fait partie de ça. Et au contraire, du côté de la Syrie, c'était le nestorianisme, qui était un peu une philosophie... c'est plutôt en Irak, à mon avis, le nestorianisme. Oui. Enfin, en tous les cas, oui, je crois que c'est pas décisif. Vous avez aussi, donc vous aviez beaucoup de sunnites derrière Bachar el-Assad, qui lui-même va à la mosquée. Il va à la mosquée de Damas tous les vendredis, de la manière la plus ostensible possible. Sa femme est sunnite. C'est une sunnite anglaise, mais c'est une sunnite quand même. Et vous avez eu dans le passé l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était pour Bachar el-Assad dans la guerre du Liban, du côté et soutenue et financée l'Arabie Saoudite, qui est le grand pays sunnite par excellence. Alors, Edelor nous dit, excellente émission, très informative pour qui s'intéresse au sujet. Et Sébastien Gros, à nouveau, qui est vraiment un sceptique, ou en tout cas un profond sceptique, vous demande, est-ce que al-Baghdadi est vraiment mort? Ou est-ce que les Américains ont inventé la mort d'al-Baghdadi? Oh oui, tout à fait. Ils en sont capables. Mais donc, pourquoi peut-on vraiment contester la mort d'al-Baghdadi? L'État islamique ne l'a pas nié. Écoutez, c'était... il faudrait voir les témoignages qu'il y a, en tous les cas. Le simple fait celui qui était au Pakistan, comment il s'appelle, l'ancien chef d'Al-Qaïda... Ben Laden, Oussama Ben Laden. Ben Laden, on pense qu'il est mort, mais on n'est pas sûr qu'il soit mort, comme ça a été annoncé par un raid commandé par Obama. En tout cas, la mort de Ben Laden, pas plus que celle de al-Baghdadi, n'est niée par le mouvement dont ils avaient la tête, la direction. Donc il me semble qu'on peut quand même l'admettre. J'ajoute que al-Baghdadi avait passé un certain temps dans les prisons américaine installée en Irak, donc il avait eu de nombreux contacts avec les Américains, qui avaient peut-être profité pour le former à certaines opérations. C'est une, comme le dit mon ami Alain Corvez, colonel Corvez, Daesh, c'est le golem, enfin c'est une fabrication des Occidentaux qui s'est retournée contre les Occidentaux. Alors voilà, ça c'est la question, parce que Noisette en particulier, qui pose beaucoup de questions sur ce fil de discussion de Radio Athéna, vous demande, ou bien affirme plutôt, que les islamistes tendance Daesh, État islamique, ne sont que des mercenaires des Occidentaux. Qu'en pensez-vous? Il y a du vrai. Il y a du vrai parce que ce sont des gens assez primaires. Beaucoup sont des gens très primaires et on leur dit, voilà, là il y a un ennemi, il faut aller tirer dessus. Vous allez tirer dessus. Ils ont combattu Bachar el-Assad au nom de l'islam sans se rendre compte que ils étaient aidés, financés par l'Arabie Saoudite principalement, mais aidés militairement par les Américains. Ils croyaient combattre les Américains. Ils croyaient combattre le combattant de base. Ils savaient pas trop bien comment ils se battaient, mais ils pensaient que en combattant Bachar el-Assad, ils combattaient Israël, par exemple. Alors que c'était exactement le contraire. Alors, tout à l'heure, Roland Hureau, vous avez parlé des printemps arabes. Et les printemps arabes qui ont emporté donc Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, le président, dont j'ai oublié le nom, en Yémen, qui est d'autre encore mais Kadhafi en Libye, bien sûr. On l'a un peu aidé, mais enfin, c'est pas vrai. Plus ou moins le président du Soudan. Les conséquences les plus dramatiques n'ont d'ailleurs peut-être pas été en Syrie, mais au Yémen. Yémen, c'est dramatique. En tout cas, pour en revenir à la Syrie, non, plutôt pour généraliser, ces printemps arabes sont-ils un phénomène spontané ou bien sont-ils une ressucée de ce qu'on a appelé des révolutions de couleur, qui a commencé avec la révolution orange en Ukraine, et qui sont des mouvements qui réussissent ou qui ne réussissent pas, mais qui sont fomentés
on dit par les États-Unis, mais plutôt par les réseaux de Soros, de la superclasse mondiale, pour renverser des régimes plus ou moins dictatoriaux et mettre à la place des régimes occidentalisés. C'est pas contradictoire parce que au moment où se sont produits ces printemps arabes, à la tête de la diplomatie de la diplomatie américaine, il y avait Obama bien sûr, mais il y avait Hillary Clinton. Et Hillary Clinton fait partie des réseaux Soros, enfin en tous les cas, ou le contraire, elle est très étroitement en communion de pensée, si j'ose dire, avec Soros. Donc les méthodes devaient être les mêmes. Et puis, il se trouve que chaque fois qu'on exige la démocratie dans ces pays-là, ou presque chaque fois, ça se traduit par des victoires des islamistes. Non pas que le peuple soit fanatique, mais c'est parce que beaucoup de gens meurent de faim. Et en France, on va au restaurant du cœur ou on va au secours populaire, au secours catholique. Mais là-bas, on va chez les frères musulmans qui ont qui vous nourrissent. Alors quand vous aviez des partis démocratiques qui étaient... C'est comme si vous aviez en France, d'un côté, un parti qui représente le secours populaire et les autres, ou le secours catholique, et puis les autres organisations de bienfaisance, et puis de l'autre côté, vous ayez quelques petites coteries de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Donc ce sont les islamistes qui gagnent. Ce sont les islamistes qui gagnent. Et je crois que ce sont les mêmes méthodes que les révolutions oranges. Ce sont les mêmes méthodes, avec des agences aux États-Unis qui savent très bien faire ça, qui sont payées. Par exemple, dans le drame de l'Arménie, Soros avait réussi à faire une révolution orange. Voilà. Et à implanter un président anti-russe et pro-Soros. Et c'est la raison pour laquelle la Russie ne s'est pas mouillée à fond. Ah oui, Pachinian, voilà, pour défendre l'Arménie, parce que il y avait un président qui lui était hostile, voilà. Qui était secrétaire. Sinon, je pense personnellement que si dès le début Poutine avait mis le veto, je crois qu'il n'y aurait pas eu de guerre. XD vous demande, les chrétiens de Syrie se sont-ils engagés massivement dans l'armée syrienne ou bien sont-ils partis pour l'étranger ? Il y en a qui sont, je sais pas, c'est très difficile. La présence des chrétiens dans l'armée syrienne, c'est une question à laquelle je peux pas répondre. Ce qui est sûr, c'est que l'armée syrienne a diminué le format. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une armée de conscription où il y avait 500 000 hommes, pas très opérationnels, pas très efficaces. Et puis au fur et à mesure que la guerre a progressé, avec des formateurs russes très présents sur le terrain, le format a été réduit à 200 000 hommes, dont 100 000 vrais militaires et 100 000 miliciens. Les miliciens étaient certainement beaucoup de chrétiens, parce que les miliciens, c'est des gens qui ne sortaient pas de chez eux, qui défendaient leur village. Et j'ai été invité avec le groupe auquel j'appartenais à un mariage qui a eu lieu à 500 mètres de la frontière entre les zones tenues par les islamistes et les zones tenues par le gouvernement. Il n'y avait pas de combat à ce moment-là, mais il y avait des chrétiens qui étaient prêts à prendre leurs armes immédiatement pour aller défendre leur territoire. Alors, de toute façon, je ne peux pas vous en dire plus. Alors pour revenir au sujet justement du clivage sunnite-chiite, je crois qu'il faut rappeler aux auditeurs de Radio Athéna et du Carrefour de l'Horloge qui écoutent cette conférence de Roland Huros sur la Syrie, que le pouvoir alaouite d'Assad et de son père était un pouvoir laïque, issu du Baas, le parti Baas étant un parti créé par un chrétien nommé Michel Aflaq, et qui était laïque et non pas islamiste. Il est d'ailleurs assez logique que les minorités religieuses soient plutôt tentées par le laïcisme dans les pays musulmans pour ne pas, évidemment, subir la tutelle de la charia et l'oppression musulmane. D'ailleurs, les Alévis, qui ne sont pas des alaouites, mais qui sont une minorité chiite aussi extrêmement aberrante par rapport à l'islam, qui font quand même 15% de la population de la Turquie, sont les premiers à défendre la laïcité. Bien sûr. Donc il était assez logique que les chrétiens, minorités en Syrie, s'allient avec les alaouites pour défendre la laïcité. Oui, voilà. Bien sûr. Et la laïcité, ça n'est pas évidemment exactement la doctrine des chiites de l'Iran, qui sont au contraire pour un régime qu'ils appellent la République islamique, mais qui est un régime théocratique.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ils n'ont pas la même. Ça va dans l'autre sens. La tolérance des différents groupes religieux, qui est à mettre au crédit de la famille Assad depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis plus de 50 ans, c'est incontestablement, c'est pas notre conception de la laïcité. Ça veut dire que chacun pratique sa religion. Le gouvernement est quand même plutôt musulman dans ses activités collectives, mais il y a une tolérance stricte des minorités. Sébastien Gros vous dit la Chine semble absente de cette zone, bien que vous ayez parlé d'un porte-avions chinois qui avait été annoncé mais qui en réalité n'est pas venu. Il y avait un bâtiment, mais c'est pas un porte-avions. Quels pays sont-ils les mieux placés pour le juteux marché de la reconstruction future? Encore faut-il qu'il y ait reconstruction. C'est moi qui l'ajoute. Bien sûr. Mais sûrement pas l'Union européenne ni la France. Ceux qui sont complètement barrés. Et volontairement. Qui ont décidé de ne pas reconstruire ce pays. Ce qui est assez monstrueux. Mais je pense que la Chine est très bien placée. Et la Russie, c'est là les capacités et l'Iran aussi. Les capacités en termes de bâtiments et travaux publics, de reconstruire le pays. Mais en même temps, c'est des gens qui font pas beaucoup de cadeaux non plus, aussi bien les Chinois que les Russes. Alors, ils aident quand ça entre dans leur plan géopolitique, ils aident militairement, mais l'Union européenne aurait pu payer beaucoup. Hein, mais je suis pas sûr qu'ils payent beaucoup. Et en tous les cas, la situation est encore en attente du fait de ces sanctions. Alors, Roland Hureau, vous avez bien montré les aberrations de la politique occidentale, mais à quoi est due cette politique? Alors, les Américains, c'était, semble-t-il, le projet utopique des néoconservateurs, ou du moins à l'origine des néoconservateurs, d'exporter la démocratie, de reconstruire la société comme ils avaient voulu le faire en Irak. Mais la France, les autres, est-ce que c'est uniquement idéologique, par hostilité à l'égard du régime dictatorial de Bachar el-Assad? Comment ont-ils pu avoir une telle complaisance vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des islamistes, pas de l'islam, des islamistes? C'est dans la tradition diplomatique américaine d'avoir une collusion très forte avec l'islamisme. Ça commence en 1945 et ça n'a jamais véritablement cessé. Ça s'est aggravé. Il n'y a pas beaucoup de musulmans aux États-Unis, donc au plan intérieur, ça ne les gêne pas beaucoup. Les problèmes de l'Europe, ça ne les gêne encore moins. Et la France, qui aurait dû s'inscrire en faux devant cette politique, au contraire a suivi, mais suivi de manière mécanique, parce que Sarkozy, Juppé ne connaissait rien à la diplomatie, et Sarkozy était toujours prêt, tout feu, un peu tout fou, prêt à partir, sabre clair, pour se montrer qu'il était un homme, quoi. Alors, c'est une question. Mais ça, j'ai pas tout répondu. Très large et très intéressant. Sur les États-Unis, j'ai pas tout répondu. J'ai pas répondu entièrement. C'est que, bon, sur la France, il y a aussi une autre composante, c'est que très vite se sont mis en place des marchés très juteux. On fournissait des armes aux djihadistes, on présentait la facture à l'Arabie Saoudite, et les Français, les entreprises d'armement françaises, mais également un certain nombre d'intervenants dont je vous dirai pas qui on soupçonne, mais il y en a certainement beaucoup, percevaient des pourcentages sur ces trafics et ces marchés. C'est incontestablement une dimension qu'il faut prendre en compte. Et la dimension de la corruption. Je dis en général, parce que j'ai pas de preuves contre un tel ou un tel, mais enfin, ceux qui sont au courant savent à peu près qui pouvaient être dans le circuit. Alors pour ce qui est des Américains, il y a par derrière l'idée qui est pas celle de Trump, mais qui est celle des néoconservateurs démocrates, parce que quand on dit néoconservateurs, c'est toujours lié à gauche, et l'extrême gauche. C'était des trotskistes. Oui, c'est des. Alors, ils n'étaient pas tous trotskistes reconvertis. Oui, c'est des trotskistes. C'est ça. Ce sont des trotskistes qui se sont aperçus que le capitalisme poussé à l'extrême était plus destructeur, qui voulait détruire, plus destructeur qu'une perspective communiste utopique et lointaine. C'est incontestable, mais qui pensent aussi que la Russie est toujours communiste quelque part, qu'ils sont jamais sortis d'un schéma de guerre froide, d'autant qu'il est alimenté, vu que les néoconservateurs avaient quelques lettres au départ, par un parallélisme tout à fait fallacieux entre Rome et Carthage.
C'est-à-dire que nous, c'est Rome, et la Russie de Poutine, c'est Carthage. Ouais. Donc Delenda Pas est vraiment. Carthago, mais Pas c'est vraiment. idiot, c'est complètement idiot. J'ajoute que quand vous prenez quelqu'un comme Hillary Clinton, elle est persuadée dans sa tête que Poutine, c'est Hitler. Avoir une capacité, avoir des concepts pour voir la différence abyssale entre quelqu'un Aucun comme rapport. Poutine et qui défend sa patrie mais qui n'a pas de projet universel, de conquête universelle, et puis Hitler, c'est quelque chose qui n'est pas dans les esprits de ces gens qui dirigent la diplomatie américaine démocrate, et surtout ceux qui vont arriver au pouvoir si l'élection de Biden est confirmée. Donc ce sont des gens extrêmement dangereux parce qu'ils ont des idées fausses dans la tête. Alors la Syrie, donc ils se sont dit, de même, vous regardez quelqu'un qui est pourtant très intelligent, qui était Brzezinski, qui est mort il y a pas longtemps, qui vous explique comment il faut réduire à Kia et réduire complètement la Russie. D'abord, on va la dépouiller de tout contact avec tous les anciens États qui sont issus de l'URSS, puisqu'il y avait 15 États, 14 plus la Russie. Il faut, par des révolutions oranges successives, isoler complètement la Russie. Puis dans un deuxième temps, il faut susciter des mouvements en Russie pour que la Russie soit coupée en morceaux. Ça, c'est du Brzezinski qui passe pour une augure. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le schéma Rome contre Carthage. Et puis c'est aussi l'idée que Poutine est un homme très dangereux. Il a conquis la Crimée comme Hitler avait conquis les Sudètes. Et là, à partir de là, il a un plan de conquête du monde entier. C'est comme si vous disiez que la Troisième République, parce qu'elle voulait reconquérir l'Alsace et la Lorraine, était un pays qui voulait qui voulait établir un empire universel. Ce serait été complètement idiot. Donc ce sont des gens qui ont les idéologues, c'est ça. Ce sont des gens qui ont des idées dans la tête. Ces idées sont simples et sont fausses. Hein, voilà. Et donc, mais ils sont très très dangereux parce qu'ils sont quand ils sont puissants, ils sont très très dangereux. Donc vous avez cette idée-là. Alors, cette idée-là permet bien entendu de faire fonctionner à plein régime le complexe militaro-industriel américain. Mais il faut de l'idéologie, il faut les deux. Il faut des intérêts, il faut de l'idéologie. Il faut les deux. C'est comme l'onde et la particule dans chez Louis de Broglie. Quand vous avez l'idéologie, vous avez des intérêts. Mais quand vous avez des intérêts, ils seront beaucoup plus efficacement défendus s'il y a en plus de l'idéologie. Alors, Yvan vous demande plutôt quel est le véritable rôle d'Israël dans ce conflit, ce qui rejoint d'une autre manière des questions qui sont des affirmations de Noisette et de Maurice Schiff qui vont dans le même sens. L'EPAC est derrière les faucons contre Assad. L'EPAC, sachant que l'EPAC, c'est l'équivalent du CRIF français aux États-Unis. C'est le mouvement, c'est le groupe de pression juif qui soutient les intérêts d'Israël et qui a une énorme influence sur le Congrès américain, comme le montre le livre de Mersheimer et Hall qui s'appelle La politique israélienne, la politique américaine au Proche-Orient et le lobby pro-israélien. L'IPAC, il est soutenu par beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont probablement majoritaires. D'autre part, bien que en gros, les 2 tiers des Juifs étaient américains, étaient pour du côté démocrate. Ils sont historiquement démocrates et 1 tiers était pour Trump. Mais alors que Trump soutient beaucoup plus vigoureusement Israël, mais rien qu'Israël, ne veut pas se mêler du reste du Proche-Orient. Alors, la politique d'Israël est assez ambiguë parce qu'incontestablement, ils ont participé à la déstabilisation du gouvernement de Bachar el-Assad. Mais pensait-il sérieusement à laisser prendre le pouvoir à Daesh, à Damas? Et Damas, il faut voir la carte, c'est pas au centre de la Syrie. C'est à 6 heures de route c'est à 6 heures de route de Damas, de Jérusalem. C'est-à-dire que j'ajouterai qu'à l'issue de cette guerre, vous trouvez Israël avec une armée israélienne dite Tzahal qui ne fait plus la guerre depuis très longtemps, à part quelques pilotes, et qui fait de la gendarmerie aux checkpoints qui se trouvent sur limite des populations palestiniennes. Et puis en face, vous avez des gens qui sont aujourd'hui super entraînés. L'armée syrienne, le Hezbollah, les Pasdaran, même si les Pasdaran n'ont pas été aussi bons qu'on l'a dit. Mais enfin, et puis tous ces gens-là sont à 200 kilomètres de Jérusalem et à peu près de Tel Aviv. Donc la situation n'est tenable que parce que ces ennemis d'Israël sont tenus en laisse par la Russie. C'est Poutine aujourd'hui qui protège Israël. Alors, je dirais que
le gros problème d'Israël, c'est le Hezbollah, parce que le Hezbollah, il est à portée de fusil du territoire israélien. Alors je dirais que Israël va payer le prix dans cette affaire-là d'une politique qui a été une politique qui consistait à mettre contre les États solides. Ça s'appelle, comment ça s'appelle la politique? Pardonnez-moi, il était un petit peu tard, mais la politique qui consiste à mettre le désordre chez les autres, c'est la politique de la discorde chez l'ennemi, peut-être. Oui, mais il y a un nom technique. Je pense que si Israël avait soutenu les États au lieu de les combattre, eh bien, il n'y aurait pas eu la théorie du chaos. La théorie du chaos. Ah oui, la théorie du chaos se retourne. Non, mais la théorie du chaos, ça ne vise pas à diviser, ça vise à créer le chaos pour ensuite reconstruire. Oui, mais là, non, mais il y a des gens, ça a été écrit noir sur blanc, qui, en Israël et même aux États-Unis, se sont dit, pour protéger la sécurité d'Israël, il faut qu'il y ait des États très faibles, État libanais faible, État syrien faible, État irakien faible. Sauf que je termine mon raisonnement. Quand vous avez le chaos, donc pour ça il faut un certain chaos. Quand vous avez le chaos, c'est comme la féodalité. Vous avez des gens qui se battent tout le temps, des factions qui se battent tout le temps. Et là se produit une espèce de sélection naturelle où les factions les plus efficaces finissent par prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé au Liban. Si Israël avait soutenu l'État libanais depuis le début, mais il n'y aurait pas eu le Hezbollah. Pendant le chaos libanais qui a été alimenté et par Israël et par la Syrie, en connivence d'ailleurs, à certains moments, dans ce chaos a fini par émerger une force militaro-politique, religieuse et politique qui est le Hezbollah, qui est extrêmement entraînée, extrêmement dangereuse. Et quand Israël a essayé en 2006 d'entrer au Liban pour détruire définitivement les Hezbollah, mais ils ne sont pas arrivés. Ils ont été obligés de rentrer sans avoir effectué l'opération. Donc, je pense que leur intervention en Syrie se situe dans cette perspective et aujourd'hui, la sécurité d'Israël ne sort pas renforcée de cette guerre, incontestablement. Alors, de même d'ailleurs que la présence occidentale est affaiblie. Aujourd'hui, l'arbitre de la région, c'est la Russie de Poutine. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et je dis pas que ça soit une solution satisfaisante. Il ne faut pas dire les choses non plus de manière trop absolue. Poutine ne décide pas de tout. Mais il est beaucoup plus fort au Proche-Orient qu'il n'était à l'issue de cette guerre. Et à cet égard, on peut considérer que cette guerre est un échec pour l'OTAN et pour l'Occident. Alors, pour en venir à la fois à Israël et au clivage sunnite-chiite, j'ai lu il y a quelques années, c'est assez récent, deux articles, l'un d'Alexandre Adler, l'autre, je crois qu'il s'appelle, un néoconservateur qui doit s'appeler Pipes, Daniel Pipes, ou David Pipes. Là, le premier article était dans le Figaro, le second était en ligne, qui disait la même chose, à savoir que l'intérêt, il disait de l'Occident, mais en réalité il parlait d'Israël, l'intérêt d'Israël, c'était de diviser l'islam entre chiites et sunnites et d'attiser l'hostilité ou la haine entre chiites et sunnites. Donc, ça pourrait expliquer ce que certains prétendent, qui sont peut-être complotistes, que Israël et les Américains derrière Israël ont été pour quelque chose dans la naissance de Daesh. Car Daesh était fondamentalement anti-chiite. Et fondamentalement anti-chiite. Bien sûr. Donc diviser pour régner, diviser l'autre, diviser le camp. Israël est un pays entouré de pays musulmans, il a intérêt à ce que l'islam soit divisé. Or, il se trouve qu'au Proche-Orient, il y a des sunnites, il y a des chiites, qui sont plus ou moins en mauvais termes, et qui sont de plus en plus en mauvais termes, justement à cause de tout ce qui se passe en Irak et en Iran. Oui, mais il y a bien d'autres clivages. Il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Et c'est pas le seul clivage. Dans les projets des néoconservateurs, il y a des projets qui étaient assez bien reçus en Israël, qui étaient de redécouper le Proche-Orient en fonction de clivages purement religieux. Donc, un État religieux juif serait dans la masse. Il y aurait eu un État chrétien dans le Nord-Liban, un État purement chrétien dans le Nord-Liban, un État alawite. Qui a eu cette idée? Oh, ben c'est il y a un rapport dans une carte refaite du Proche-Orient dans les milieux néoconservateurs. Ah ouais. Je crois que ça s'appelle Reshaping the Middle East ou quelque chose comme ça. Je crois que il y avait dans les milieux israéliens des gens qui voyaient les choses comme ça, mais ça s'est pas fait parce que le principe de
l'intangibilité des frontières depuis 1945, et c'est le numéro 1 du credo du droit international. On peut pas refaire les frontières. Et il y aurait eu un État kurde dans ce cas-là. Dans le nord de l'Irak, il devrait y avoir un État kurde. Oui, voilà, mais pas dans le nord d'Irak, et surtout dans l'est de la Turquie. Ce projet contredisait complètement les intérêts, puisqu'Israël et les États-Unis sont alliés de la Turquie. Ils ne pouvaient que... Et l'Arabie Saoudite, le projet redécoupait l'Arabie Saoudite. Il reste que la stratégie des États-Unis et d'Israël, c'est d'affaiblir les États. D'ailleurs, les États-Unis ne veulent pas affaiblir les États qu'au Proche-Orient. Ils les affaiblissent par les narcotrafics en Amérique latine, ils les affaiblissent par l'Union européenne en Europe occidentale, mais l'islamisme sert à affaiblir les États dans le monde arabo-musulman. Alors, je pense, il est vrai que des forces diverses, dont Israël, mais dont également les Syriens à une certaine époque, ont contribué à diviser au sein du Liban les communautés les unes contre les autres. Et le résultat, c'est au lieu d'avoir une armée multiconfessionnelle, moyennement efficace, mais qui tienne le Liban, il y a une faction qui s'appelle le Hezbollah, qui a pris le dessus et qui est la véritable force armée du Liban et qui est beaucoup plus dangereuse que ne le serait un État libanais et une armée libanaise encore debout. Ça, c'est mon appréciation sur ce sujet-là. Donc, tous les gens puissants, tous les gens qui ont des stratégies peuvent faire des erreurs stratégiques. Les États-Unis, en envahissant l'Irak, ont créé un grand État chiite, alors qu'avant c'était un État sunnite. C'est un cas typique d'hétérotélie, comme l'expression de Jules Monroe, c'est-à-dire que le but qui a été atteint, le résultat qui a été atteint, c'était l'inverse de ce qu'on voulait faire. Bien sûr. Les Israéliens ont cru être plus en sécurité en faisant sur le long terme. Ça a démarré il y a très très longtemps un affaiblissement de l'État libanais, mais ils se retrouvent avec quelque chose qui est bien pire pour eux que l'État libanais, qui est le Hezbollah. Voilà, et ça, c'est les puissants peuvent faire des erreurs. Et puis le chaos qui règne dans cette région, ressemble un petit peu au chaos féodal que nous avions autour de l'an 1000 en Europe. Ah oui. Vous aviez tout le monde se battait contre tout le monde. Le résultat, c'est que quand on leur a dit maintenant vous arrêtez de vous battre entre vous, mais vous partez faire les croisades, vous aviez des croisés super entraînés face à des gens qui se battaient pas de manière depuis longtemps. Alors je proteste, Roland Hérault, proteste, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais vous dénigrez la féodalité qui était je dénigre pas, au contraire. La féodalité n'était pas du tout l'anarchie. C'est un entraînement permanent. La féodalité était un système décentralisé, justement, peut-être pas une décentralisation que je sache, très particulier, avec des relations verticales entre les vassaux et les suzerains, et ça n'était pas du tout l'anarchie. C'était les collectivités locales, comme on dit aujourd'hui, avaient une certaine marge de manœuvre. Pour revenir à la position d'Israël dans la guerre de Syrie, je l'ai pas comprise. J'ai pas bien comprise parce que il est évident qu'en dehors d'affaiblir Bachar el-Assad mais le laisser en place, je vois pas très bien quelle stratégie il voulait avoir. Mais c'était pas l'intérêt. Israël n'avait pas du tout intérêt à affaiblir Bachar el-Assad. Oui. Qui ne lui faisait. Faut l'affaiblir si, mais pas le faire ça. Peut-être, mais pas le mettre. Pas le mettre dehors. Oui, bien sûr, absolument. Bien. Mais écoutez, chers amis, auditeurs de cette conférence du Carrefour de l'Horloge et de cette émission de Radio Athéna à la fois, je remercie vivement Roland Hérault de son intervention, d'avoir répondu complètement, très à fond aux questions diverses qui ont été posées par mon intermédiaire. Et je vous invite bien sûr à vous procurer et à lire le livre de Roland Hérault, La France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoiement, c'est un mot rare, fourvoiement. Je remercie Pierre de Tirmont qui a réalisé cette émission. Merci Pierre, qui dit, on entend sa voix au lointain qui nous dit je vous en prie. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les conférences Rencontre du jeudi ou Rencontre doctrinale du Carrefour de l'Horloge, et pour les émissions de Radio Athéna. La mienne sera le 14, hein, c'est ça, le 14, la prochaine sera lundi 14 décembre à 19h, et ce sera une foire aux questions. Je parlerai de beaucoup de choses. Je parlerai notamment du procès d'Hervé Ryssen auquel j'ai assisté hier, 2 décembre,
2020, devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Merci Roland Hureau et merci Pierre de Tirmont. Cette séance est finie.